Matter Superstar, jeudi dernier à Amsterdam et aujourd'hui dans iWeek la semaine Apple, Netatmo, Legrand, Somfy, ST Micro, Yves et le président de l'Alliance CSA qui a piloté la naissance de Matter et il est français. J'ai rapporté plus de 35 minutes d'interview autour de Matter, ce standard enfin pour la domotique et la maison connectée qui n'aura plus de secret pour vous à la fin de l'émission avec les premiers produits estampillés Matter qui seront au pied du sapin. Apple met en garde à 16 jours maintenant du Black Friday, le 25 novembre, et à moins de 7 semaines de Noël, il n'y aura pas assez d'iPhone 14 Pro et Pro Max pour tout le monde. La faute au retour du Covid, notamment dans l'usine Foxconn de Shenzhou, dont on vous parlait la semaine dernière, c'est l'info de la semaine. Pommes avec notre premier regard notamment sur l'Apple TV 4K 2022 et plus que jamais, une énorme préférence de notre part pour l'un des deux modèles. Et puis le bonus exclusif pour notre communauté Patreon, Rewind AI, révolution ou fausse bonne idée pour vos sauvegardes. Le débat s'annonce passionnant entre Ellie et Fabrice. Mardi 8 novembre, il est 18h et nous lançons l'enregistrement de ce 111e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast hebdo de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. Je m'appelle Benjamin Vincent et je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Alors bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous et salut la team. Alors 50% de la team aujourd'hui, Elie Abitbol, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Co-fondateur du groupe MCS et de ses enseignes à Nice, Cannes et Aix-en-Provence et président des Apple Premium Resellers en France. Sois le bienvenu comme d'habitude Elie et salut à toi Fabrice Neumann. Salut Benjamin, salut mon capitaine et salut Elie. Monsieur... Vous avez vu, j'ai mis le t-shirt. Bonjour à tous. J'ai mis le t-shirt d'actualité, Stars and Stripes, oui, voilà pour. Le drapeau américain déchiré, brûlé, avec des impacts de balles. Mais non, pas du tout. non, pas du tout. Non, il y a marqué Las Vegas, c'est passé comme quoi il prend pas ça au sérieux en fait. Non mais si, mais il y a beaucoup de gens très bien qui appellent les Américains à voter aujourd'hui. Espérons qu'ils feront le bon choix. C'est un épisode spécial qu'on vous propose cette semaine puisque jeudi dernier, j'ai fait l'aller-retour à Amsterdam aux Pays-Bas pour assister au lancement mondial de Matter. Matter, M-A-2-T-E-R, c'est le standard domotique qu'on a d'abord appelé Cheap, souvenez-vous. L'événement, c'est le ralliement tous azimuts à Matter. Plus de 500 entreprises ont rejoint l'alliance CSA qui couvre Matter. Parmi elles, Google, Amazon et Apple. Et des Français ou des francophones que vous connaissez et que vous allez entendre lever tous vos doutes et répondre aussi à vos questions sur Matter. Netatmo, Legrand, Somfy, ST Micro, Yves et jusqu'au président de l'Alliance CSA. Il s'appelle Bruno Vulcano et il est français. Je vous invite aussi à ne pas rater le bonus exclusif pour notre communauté Patreon sur patreon.com/iWeek. Un débat passionnant qui s'annonce autour de Rewind AI, ce logiciel révolutionnaire, dit-on, de sauvegarde, alors que Fabrice fait non de la tête et Elie fait oui de la tête. On enregistre ce bonus juste après le générique de fin. Et puis n'oubliez pas Twitter, @iWeekNews avec le hashtag iWeekLSA. On est toujours à votre écoute. C'est donc une spéciale Matter aujourd'hui dans iWeek, la semaine Apple, puisque jeudi dernier, j'étais à Amsterdam pour le lancement mondial de ce nouveau standard universel mondial pour la domotique, la maison connectée et intelligente. Alors, on ne va pas dire que ça a tout changé, mais presque, quand ce 19 décembre 2019, Apple et Google ont annoncé que comme Amazon, ils rejoignaient l'alliance qui travaillait déjà à la définition de ce langage commun. Aujourd'hui, cette alliance, la CSA Alliance, Connectivity Standards Alliance, qui a succédé à une autre alliance, la Zigbee Alliance, on va en reparler, compte plus de 500 membres, jusqu'à EDF
Orange et toutes les marques de domotique auxquelles vous pouvez penser. Seule une vingtaine d'entre elles étaient à Amsterdam jeudi dernier, c'était le 3 novembre, pour fêter donc ce lancement mondial de Matter. Alors pendant les minutes qui viennent, vous allez pouvoir écouter les 5 grandes interviews que j'ai réalisées à Amsterdam, notamment celle de Bruno Vulcano, de chez Legrand, qui est le chairman de l'Alliance CSA. On sera aussi avec un personnage, Jérôme Gackel, le patron haut en couleur de Yves, qui avait le sourire aux lèvres, vous saurez pourquoi. Mais aussi, je vous propose de passer un moment avec 3 de ces exposants, 3 Français, ST Micro, Somfy et tout d'abord le grand Netatmo. Florian Deleuil est directeur du marketing de la maison connectée pour le groupe Legrand et donc aussi pour Netatmo. Il nous explique l'enjeu que représente la domotique et le smart home pour ces 2 entités. La maison connectée, ça fait partie des segments stratégiques pour Legrand. Aujourd'hui, Legrand est le leader de l'infrastructure et on est persuadé que l'infrastructure de demain aura une composante connectée. Et à ce titre-là, Legrand participe à Matter et à l'élaboration d'une maison connectée. On assiste ici à l'union sacrée des GAFA et des électriciens. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? On peut le dire comme ça, c'est vraiment, je dirais que c'est la première fois qu'autour d'une même table, on a le GAFA, on a les acteurs du bâtiment, que sont Legrand, Schneider, Somfy, le consumer électronique, avec Netatmo, avec Ikea, qui n'est pas consumer électronique, mais on va dire qui est grand public, acteur du meuble et du do-it-yourself. Donc c'est vrai qu'on sent que les planètes s'alignent, et j'ai tendance à dire que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus fort, et c'est vraiment comme ça que je sens Matter. Alors justement, cette journée, elle représente quoi pour vous ? Est-ce que c'est un lancement comme un autre ? C'est le début du commencement. Je ne vais pas citer Churchill, mais effectivement, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, ça fait longtemps qu'on est au courant que Matter allait arriver, anciennement projet de chip. C'est-à-dire que Netatmo, je prends ma casquette Netatmo, avait l'habitude de travailler avec les écosystèmes, notamment Apple HomeKit, et on s'est vite rendu compte que Matter allait être la prochaine tendance à suivre. Donc aujourd'hui, on est content que ça puisse être public, et en fait, on voit aussi tout ce qui reste à faire. Donc là, on est tous ensemble, on célèbre, mais demain, il va falloir ajouter d'autres produits, il va falloir expliquer au grand public ce que c'est. Moi, je fais la comparaison un peu, quand on cherche à acheter un casque audio, le grand public, le consommateur va chercher le symbole Bluetooth. Demain, pour sa maison connectée, Matter, ça sera pareil. Si on cherche un objet pour sa maison, on voudra le logo Matter. Parce qu'on n'aura pas à se poser la question de est-ce que ça va marcher. On n'aura pas à se poser la question de est-ce que ces produits sont de la qualité, parce que Matter repose quand même sur des standards de sécurité qui sont vraiment le top du top. Oui, donc reste à nous aussi, en tant qu'entreprise, d'expliquer pourquoi Matter est important. Il ne suffit pas de se mettre tous ensemble et d'être content pour que ça marche. Il faut aussi expliquer que parfois prendre le produit du concurrent, c'est une bonne chose. Il va falloir faire en sorte d'avoir des belles applications, parce que Matter est là juste pour le contrôle local des produits. Matter, c'est vraiment de se dire 2 produits dans une même maison, il ne faut pas qu'ils passent par l'autre bout du monde, dans un serveur à l'autre bout du monde, pour pouvoir se parler. C'est juste ça. Donc 2 produits dans une même maison peuvent se parler. Maintenant, comment on les contrôle, comment on les installe, comment on y accède quand on n'est pas chez soi, tout ça reste à faire. Et le dernier enjeu pour moi, c'est le pro, les électriciens par exemple, qui câblent les bâtiments. Aujourd'hui, on a des électriciens qui câblent les bâtiments, on a des plombiers qui mettent les tuyaux. Demain, il va falloir avoir cette notion de data dans l'infrastructure. Et ça vient avant que le client habite sa maison. Et aujourd'hui, c'est un autre challenge en se disant, si on veut que la maison connectée existe vraiment, oui, il faut tous qu'on se mette d'accord, mais il y a un gros travail de pédagogie à faire. Ça veut dire qu'on est encore loin de Matter réalité pour le grand public ? J'irai pas loin, parce que finalement, aujourd'hui, Matter apporte les fonctionnalités de base de la maison connectée, que sont la lumière, la télé, le thermostat. Donc ce sont vraiment les produits phares d'entrée dans une maison. Demain, il va falloir compléter ça avec les caméras notamment, et ensuite on pourra s'amuser avec tout ce qui est algorithme d'efficience énergétique par exemple, les services autour de la sécurité. Donc aujourd'hui, on pose la première brique. Je pense que ça va prendre 5 ans à peu près avant d'atteindre finalement, pour qu'un écosystème existe, il faut que toutes les briques soient là, il faut que tous les acteurs ici puissent développer, faire certifier et produire et mettre en rayon ces produits-là. Donc ça va prendre un peu. Donc
les participants aujourd'hui ont la chance de faire partie des personnes qui pourront lancer un produit au lancement de Matter. Maintenant, Matter est ouvert à tout le monde, donc d'autres acteurs vont pouvoir s'engouffrer. Donc pour certains, Matter commence vraiment aujourd'hui. Nous, on a un peu de chance, on était là avant, mais il va falloir continuer. Vous avez évidemment des clients depuis des années. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont déjà investi dans des technologies et qui se disent ah bah ça y est, on m'invente un nouveau truc, il va falloir tout changer, tout mettre à la poubelle et finalement les choix que j'ai faits il y a quelques années, ils étaient pas bons. Alors justement, on leur dit ne jetez surtout pas vos produits. Jetez surtout pas vos produits, surtout s'il s'agissait de produits Legrand ou Netatmo. Les autres, je peux pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, les produits Legrand et les produits Netatmo, on avait fait le travail pour que ce soit compatible avec Apple HomeKit, avec l'assistant d'Amazon, avec l'assistant de Google. Et au final, Matter, c'est ça. Un client, quand il va vouloir acheter son produit, il faut qu'il marche avec son assistant et son écosystème. Et en fait, les premiers produits Matter, ils vont juste faire la même chose. C'est juste que nous, d'un point de vue R&D, au lieu d'avoir fait 3 fois le travail, on l'aura fait qu'une fois. Donc ça va nous aider dans le futur. Mais aujourd'hui, les clients, je leur dis, ne changez rien. Aujourd'hui, un produit Matter fonctionnera très bien avec vos produits HomeKit. Et d'ailleurs, c'est ce qui tourne sur notre stand. Aujourd'hui, le capteur de sécurité intelligent de Netatmo permet de couper le chauffage si vous n'êtes pas là. Et le chauffage, c'est le thermostat existant de Netatmo. Et ça, grâce à HomeKit. Comment vous expliquez ce petit miracle qui a abouti à la réunion de ces 300 entreprises, des moyennes et des très très grosses qui ont d'habitude plutôt envie de faire mieux que le petit copain d'un côté? Il y a des volontés individuelles. Au final, ce sont des personnes qui se sont rendues compte que les gros acteurs en fait faisaient juste la même chose et qui ont écouté les clients qui leur disaient je ne comprends rien à ce que vous faites, ce produit là je peux l'installer sur quoi, il faut que je lie mon compte via l'API. Moi je sais que j'adore faire utiliser mes produits par mes parents, mes grands-parents, et quand il faut lier des comptes, ça y est, c'est trop tard. Et donc en fait c'était un frein aussi à l'adoption. Donc d'un point de vue business rationnel, la maison connectée, elle n'est pas aujourd'hui ce qu'elle aurait dû être et ce qu'on avait en tête il y a 10 ans. Ça reste niche, ça reste geek. Et on a envie de lui faire franchir un cap. Et je pense que tous les acteurs se sont rendus compte en disant personne n'aura les reins assez solides pour maîtriser tous les produits dans la maison. Faire des prises, c'est un métier. Faire des fenêtres, c'est un métier. Faire des assistants vocaux, c'est un métier. Faire installer des prises, c'est un métier. Donc chacun a ses réseaux. On arrive sur, si je prends l'exemple des pompes à chaleur ou des thermostats, il y a beaucoup de protocoles propriétaires avec du savoir-faire de chauffagistes. Et en fait, aucune entreprise ne peut faire tout ça. Donc on était obligé, si on voulait réussir à faire de la Smart Home une réalité, on était obligé de se mettre ensemble. Concrètement, les premiers produits avec le logo Matter, ils arriveront quand chez vous? Chez nous, Netatmo et Legrand, les premiers produits arriveront courant 23. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a notre produit, on attendait d'avoir la certification et les dernières specs officielles, plus tout ce qui est gestion des certificats de sécurité qu'on a eu récemment. Donc on peut commencer la production dans le contexte actuel de pénurie, de lockdown en Chine, etc. Donc ça prendra le temps qu'il faut, mais on a commencé la prod. Voilà, Florent Deleuil, donc de Legrand Netatmo. On va faire un petit tour après chaque interview pour savoir ce que vous en avez pensé, mais c'est quand même assez rare d'entendre le directeur marketing d'une marque, notamment d'un grand groupe comme ça, expliquer que parfois prendre le produit d'un concurrent, c'est une bonne chose. C'est pas souvent qu'on entend ça quand même, hein, n'est-ce pas Elie? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il a raison, c'est les consommateurs qui décident. Et les consommateurs avaient besoin et envie de pouvoir prendre telle prise parce qu'ils pensent que c'est la meilleure, tel assistant parce qu'ils sont habitués ou parce qu'ils l'auraient fourni avec la box ou avec la télé. Et, je sais pas, tel autre capteur ou telle lumière, etc. L'important, après, c'est de faire marcher ça ensemble plutôt que d'avoir 5-6 applications comme on avait jusqu'à maintenant. Hein. On y arrivait, mais c'était pas facile. Il y a un autre point intéressant dans ce que dit Florian Deleuil, et on va y revenir tout à l'heure avec Yves, c'est qu'il fait cette précision très importante que Matter fonctionne en local, en fait. Il n'y a pas d'appel au cloud. Tout se passe finalement dans l'enceinte de la maison.
Et ça, c'est la contribution Yves qui a fait ça depuis le début, et un peu HomeKit qui essaye effectivement de gérer ça au niveau local. On a eu d'autres exemples où rien ne marche si on n'est pas connecté. Et il faut passer par un serveur, et si le serveur n'est pas là, vous n'avez pas de domotique du tout. Ce qui peut être gênant parce que vous vous retrouvez en plein milieu d'un orage, et vos lumières ne marchent plus, votre chauffage, vous ne pouvez plus le contrôler. À partir du moment où on a tout domotisé, si on perd l'accès à Internet, on perd l'accès à sa maison, grosso modo. Et puis il y a un troisième point que je retiens dans l'interview de Florent Deleuil, c'est l'aspect évolutif de ce nouveau standard, donc Matter. Là, c'est la version 1.0 qui est sortie. Alors, les specs ont été diffusés il y a un peu plus d'un mois, donc c'est très récent. Il y aura tous les 6 mois une mise à jour, donc il y aura une version sans doute 1.5, puis version 2, etc. Et à chaque fois, le consortium, l'Alliance, va ajouter de nouvelles catégories de produits qui deviendront compatibles avec Matter. Je crois que les 2 prochaines catégories qui sont vraiment dans les priorités, c'est les caméras de vidéosurveillance et les aspirateurs robots, qui pour l'instant ne seront pas compatibles avec la version 1.0. Oui, et c'est pas une mince affaire. Alors pourquoi tout ça ? C'est parce qu'en fait, Matter est vraiment un protocole de base. C'est une sorte de, comment on peut appeler ça ? Un dénominateur commun, mais le minimum dénominateur commun. C'est-à-dire qu'on commence par les choses les plus faciles, les lumières et les prises, par exemple, et on dit, il y en a 500 sur le marché. Comment est-ce que le constructeur X fait pour allumer une lampe ? Comment est-ce que le constructeur Y... Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on puisse le faire avec une instruction commune que chacun saura interpréter, mais que tout le monde pourra comprendre, en sachant que chacun a des spécificités. Et donc au départ, on part sur des choses relativement simples, parce que lumière allumée, éteinte, et puis après, il y a Philips qui arrive en disant « Oui, mais moi j'ai 16 millions de couleurs. » on va mettre de la couleur. Alors comment on la contrôle ? On va se mettre d'accord. Et après, ils reviennent en disant « Oui, mais nous, on fait des scènes dynamiques. C'est-à-dire que notre lumière, elle change en fonction du jour de la journée. » Les autres disent « nous, on fait pas ça. » Et alors ? Donc, vous voyez, et chaque produit doit passer 30 tests différents. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont les certifier, donc, ils vont prendre une lampe et ils vont la faire passer à tous les fabricants en disant « Est-ce que ça marche chez vous avec votre application ? Si ça marche pas, pourquoi ? Qu'est-ce que vous devez faire pour que ça marche ? Parce qu'elle est là, cette lampe, il faut que vous la fassiez marcher. » Donc, c'est très intéressant comme boulot, mais en même temps, ça prend du temps. Et les caméras, vous allez voir, c'est juste le cauchemar. On a déjà vécu ça. Par exemple, vous prenez une caméra qui tourne. Aujourd'hui, tu sais, les pan, tilt, zoom, à peu près toutes les caméras savent bouger. Bon, ça marche très bien. Vous la connectez sous HomeKit. Apple n'a pas prévu que la caméra bouge. Donc, vous avez une caméra qui bouge, mais qui bouge pas. Donc, comment faire pour que cette caméra bouge ? Aujourd'hui, par exemple, moi, ça marche pas. HomeKit simple, dès que la caméra est sous HomeKit, elle bouge pas. Ouais. C'est ce qui est un problème aujourd'hui. Cette certification qui est réalisée par des laboratoires indépendants, on va y revenir tout à l'heure avec Bruno Vulcano, le chairman de l'Alliance CSA. On va passer à cette deuxième interview que j'ai réalisée à Amsterdam. Après Legrand, direction le petit stand de Somfy, à la rencontre de Benjamin Bertrand, qui est en charge de l'une des business units, comme il dit, celle qui concerne les capteurs et les automatismes. Il va nous expliquer pourquoi ce 3 novembre dernier était un jour particulièrement important. Je pense que c'est le jour où on déploie une technologie qui va permettre de véritablement démocratiser la maison connectée. Et comment c'est possible ? Parce que toutes ces marques qui sont concurrentes se mettent toutes d'accord. Quelle est la recette du miracle ? On va parler cuisine, on fait grossir le gâteau tous ensemble. Et après, on se battra pour avoir la plus grosse part possible. Mais on a vraiment intérêt à se mettre ensemble pour construire les fondations technologiques qui permettent encore une fois de grossir le gâteau de la maison connectée. Et après, bien sûr, on s'en redeviendra concurrent pour essayer d'en avoir la plus grosse part. Matter, c'est vraiment une révolution pour la domotique et la maison intelligente ? Oui, en tout cas, on pense que ça va le devenir. Je vais là aussi faire un parallèle avec l'électricité.
On veut que, et c'est ce que d'ailleurs l'un des panélistes utilisait, on veut que ça devienne aussi naturel d'acheter un produit connecté et de l'intégrer chez soi que ça l'est d'acheter un produit électrique et de le brancher. Et pas une seconde, un consommateur ne se dirait « alors je vais acheter ce grille-pain, on verra s'il fonctionne avec mon réseau électrique ». Et on veut que ce soit pareil, que demain on achète, je ne sais pas si je veux dire un grille-pain parce que ça existe, mais on va dire un volet roulant motorisé par Somfy ou par un autre, et ce sera absolument évident que ce volet roulant s'intégrera dans un système connecté quel qu'il soit. Parce que ce volet roulant parlera le langage commun. Exactement. Et ce langage commun, on pense et on a contribué à ce que ce soit Matter. Jusqu'à maintenant, on est d'accord. Comment est-ce que vous décririez la situation de quelqu'un qui veut se lancer dans la domotique avant que Matter existe ? Ouais, il faut qu'il soit amateur de technologie, si vous voulez, ou au moins qu'il ait très envie de se renseigner et de s'assurer que dans les petits caractères des descriptifs des produits, il ne va pas se glisser des raisons qui feront que son ampoule connectée, sa prise connectée, eh bien, ne vont pas fonctionner avec le reste de son installation. Donc, vous diriez quoi ? Jusqu'à maintenant, c'était comment ? C'est un sujet d'experts, je dirais, et un peu difficile, et on a beau essayer, nous et nos concurrents et les autres acteurs de l'industrie, de faire en sorte que l'accès soit le plus facile possible. Avec Matter, on fait un vrai saut et on rend ça véritablement plus facile. On rendra, je pense il faut qu'on parle au futur tout de même, beaucoup plus facile, et si vous voulez, on efface les petits caractères et vous verrez le logo Matter, le fameux triangle, et ça devra, ou ça, pour le consommateur, ça signifiera que ça fonctionne. Et là aussi, on peut prendre un autre petit exemple, qui est celui de Bluetooth, par exemple. Aujourd'hui, si vous achetez un casque Bluetooth ou une enceinte Bluetooth, vous ne vous posez pas la question. Ça marchera avec votre tablette, votre téléphone, avec un objet Bluetooth, et c'est une évidence, c'est un réflexe. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire avec Matter, que ce même réflexe, il existe dans le monde de la maison connectée. En termes de business, est-ce que Matter va faire exploser la demande, l'intérêt du grand public ? Est-ce que vous pensez que c'est la clé qui va déverrouiller le marché ? Alors, c'est une des clés, assurément. Exploser, on l'espère, bien sûr, on est là pour ça, et on contribue à l'écriture de ce standard. Somfy, au même titre que toutes les entreprises qui sont là aujourd'hui, dans cet objectif, bien sûr, que le marché grossisse. Je dirais que Matter, c'est nécessaire, pas forcément suffisant. Encore une fois, on est vraiment sur les fondations techniques qui permettent ensuite de construire des propositions de valeur que les utilisateurs vont avoir. Donc, non seulement il s'agit de vous dire, si vous achetez un store ou une ampoule connectée, elle va s'intégrer dans votre système. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire ? C'est ça, finalement, l'objectif ultime. Et il faut réaliser que si on veut construire une proposition de valeur intéressante, je donne un tout petit exemple de l'équilibre de lumière dans votre maison. Vous allez équilibrer ce qui vient de la fenêtre, et ça c'est notre boulot avec des ouvrants, et ce qui vient des ampoules. Essayez de le faire intelligemment pour qu'à chaque instant dans la journée, vous ayez le maximum de lumière naturelle, sans être ébloui, sans que les meubles ou les plantes ne soient endommagés. Et puis bien sûr, ça ne suffit pas toujours, donc on appelle la lumière artificielle. Et mettre en place cette proposition de valeur dans une maison connectée, nous on doit le faire 15 fois, parce qu'on doit le faire avec l'entreprise d'ampoule A, l'entreprise d'ampoule B, l'entreprise d'ampoule C. Chacune a un petit peu des façons différentes finalement de contrôler son ampoule. Avec Matter, demain, on va pouvoir dire toute cette complexité, on l'efface. On travaille sur la proposition de valeur une bonne fois pour toutes, et ensuite, par le jeu de la standardisation, elle se déploie chez toutes les marques. Et donc on focalise nos efforts sur le fond, c'est-à-dire vraiment la valeur qu'on propose à l'utilisateur. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr que Matter tout seul suffise, mais c'est la fondation qui va permettre d'aller proposer des services finalement, des usages qui, j'espère en tout cas, séduiront les utilisateurs. Bon, vous avez dit avec Matter demain. Alors, les consommateurs, on me dit toujours c'est demain, c'est bientôt, mais on voit jamais on voit jamais ces promesses se concrétiser. C'est pour quand Matter pour vous ? Alors Matter, quand je dis demain, Matter ça existe aujourd'hui, et il y a au moins 150 produits qui sont certifiés, c'est-à-dire officiellement Matter. Combien sont vraiment en vente aujourd'hui ? Probablement pas beaucoup. Je ne m'hasarderai pas à donner de chiffres, je ne les ai pas. Mais je pense qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt un commencement
qu'une fin en soi. On va avoir, je pense, pas trop m'avancer, encore une fois, je suis pas fondé pour le dire, mais pas mal de produits mateurs sous le sapin de Noël cette année. Des ampoules, des plugs, des choses avec beaucoup de guillemets simples, sans que ce soit péjoratif, mais qui sont en soi des produits un peu plus simples. En revanche, ça prendra quelques années pour que les produits pénètrent dans des catégories qui sont un petit peu différentes, en particulier les catégories qui sont installées par des pros. Un volet roulant ne s'installe pas tout seul. Donc il faut non seulement que le consommateur soit convaincu, mais que nous, en tant qu'entreprise, on puisse embarquer nos pros dans l'aventure, et c'est vraiment notre job, et c'est pour ça que là on est sur des timings qui seront un peu plus lents, qui prendront quelques années. Oui, parce que j'allais vous poser la question, dans ce monde de la maison intelligente et de la domotique, il y a les GAFA, les entreprises de la tech, et puis il y a évidemment le monde des électriciens et des installateurs. C'est quoi le timing chez vous, par exemple, de l'évolution des produits, et notamment des produits existants, vers Matter? C'est un timing qui est forcément un peu long parce que nous on est calé en fait sur le monde du bâtiment, et quand vous installez un moteur, la durée de vie typique c'est la décennie, c'est la dizaine d'années. Donc forcément ça va mettre un petit peu de temps, et nous le premier but ça va être de pouvoir dire non seulement à nos pros mais aussi à nos utilisateurs actuels, ce que vous avez installé ça reste valable, utilisable dans un monde Matter. On a vraiment au fond des valeurs de Somfy, il y a le fait que les produits ne sont pas périssables, et on s'engage à continuer à maintenir même des moteurs qui pourraient avoir été installés il y a très longtemps. On sait que parfois on dure beaucoup plus longtemps que les 10 ans que je citais tout à l'heure, et que d'une façon ou d'une autre on exposera ces produits. Ils seront compatibles avec le futur. Et ensuite, pour que les nouveaux produits deviennent Matter en quelque sorte, ça prendra vraiment plus de temps, mais on ne pense pas que ce soit un problème en soi, parce que nous, tout notre job, ce sera de faire le pont finalement, de dire vous avez plutôt un monde qui a des codes de l'électronique grand public, qui est celui de Matter, des GAFA, qui va assez vite. On a un monde du bâtiment, de la construction qui va plus lentement, et on fait le pont pour que nos clients, nos pros, ne soient pas laissés pour compte, qu'ils soient en capacité de se relier avec la nouvelle technologie, sans forcément que ça veuille dire que les produits eux-mêmes doivent devenir Matter, ce qui prendra un peu plus de temps. Voilà pour cette deuxième interview avec Benjamin Bertrand de Somfy. Fabrice, pendant qu'il évoquait le sapin de Noël et les premiers produits Matter enrubannés, je te voyais faire non. Pourquoi ? Parce qu'il a dit pas mal de produits sous le sapin, j'y compte, parce qu'on n'en est qu'à un super début. C'est super, c'est très bien que ça commence, il est temps que ça commence, mais on en est aux fondations des fondations, c'est-à-dire que les produits Matter chez les vrais gens, il y en aura peut-être, mais au début ce sera par erreur, c'est-à-dire qu'ils ne sauront pas que c'est Matter, et les gens commencent à mettre un peu de domotique chez eux avec une ampoule connectée. Regarde, je t'offre ça, regarde, justement c'est super, tu peux faire de la couleur, et il faut installer l'application machin, et tu pourras faire ça depuis ton téléphone. Et pour certains, ils auront la chance d'avoir une ampoule qui fait de la couleur et qui en plus est Matter, mais ce ne sera pas la majorité du genre, parce que les gens ne savent pas, et comme vient de le dire ce monsieur, les produits Matter disponibles sont très peu nombreux encore aujourd'hui. Donc et Florian de l'œil de Legrand Netatmo, il a dit c'est 2023, il a dit 23 comme on dit dans les grandes boîtes, et donc du coup c'est pas tout de suite quoi. Le début vraiment de Matter, c'est pas 2023 chez les gens, je crois pas. Élie ? Non, je suis pas. Bon, pour la plupart des gens, oui. Forcément, parce que ils attendront de voir et ils attendront de qu'on leur explique, etc. Mais pour les gens qui s'intéressent un peu à la domotique, ils auront quelques produits, à mon avis, effectivement, sous le sapin. Il n'y en aura pas 100, mais il y en aura certainement, moi je dirais, entre 10 et 20 qui seront disponibles. Alors on aura des prises connectées de certains acteurs, comme par exemple Yves, qui les annonce déjà. On aura probablement des lumières connectées de chez Philips Hue assez rapidement. Après, ça dépend de ce qu'on veut. Les caméras, elles ne seront pas Matter parce qu'elles ne sont pas dans le premier standard. Mais au fur et à mesure, ça sera possible. Ce que j'ai retenu qui me semble intéressant, c'est cet effort pour que les produits existants
puisse être incorporé, ça c'est le travail de chacune des sociétés, pour fonctionner avec le standard Matter. C'est-à-dire qu'ils s'engagent quand ils verront arriver une instruction Matter, ils auront quelque part fait une passerelle qui fait que le volet roulant, Somfy, qui fonctionne avec un moteur RTS depuis des années et des années, il va pouvoir comprendre qu'il doit descendre ou qu'il doit remonter. Même si c'est déjà ça, c'est déjà très bien. C'est un début. Il y a un début justement à cette interview qui t'a forcément parlé, Élie, quand Benjamin Bertrand dit que finalement ce qui explique le ralliement amateur, c'est que tout le monde a envie de faire grossir le gâteau avant de se le partager et de s'en partager le plus gros bout. C'est logique. Oui. Oui, en fait, je pense que chez Matter, ils ont dû voir la devise sur le drapeau américain dans une des réunions qui dit, en fait en latin, mais qui dit « Ensemble, nous sommes plus forts ». Oui, bien sûr. Et là, on avait eu l'analogie avec le Bluetooth tout à l'heure avec Florian Deleuil. Benjamin Bertrand fait la comparaison avec l'électricité, et quand on achète un grille-pain, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question de savoir s'il marchera de retour à la maison. C'est l'objectif de Matter, justement, pour la domotique. Oui, mais attention, là on parle effectivement de quelque chose maintenant parce que c'est passé dans les mœurs. Il y a eu une époque où quand on achetait un grille-pain et qu'il y avait une partie du réseau qui était en 110 volts et une autre en 220, on pouvait le griller, c'est le cas, assez facilement en le branchant. Et il y a certains pays, en particulier en Afrique, voire aux États-Unis, qui sont en 110 volts. Donc maintenant, on a, c'est vrai, dans nos ordinateurs des transfos universels 100-240, mais au début, quand on allait aux États-Unis, il est arrivé, peut-être il nous est arrivé à nous ou à certains de nos confrères, de griller un transfo ou en revenant avec un produit américain, de le brancher en France, plaf. Oh oui. Oh oui. Donc, et maintenant, on n'en parle plus. Donc, parce qu'on considère que c'est quasiment universel. On peut avoir encore quelques surprises. Je pense qu'un sèche-cheveux ou un grille-pain, il vaut mieux pas l'acheter aux États-Unis ou vice-versa. Donc, il vaut mieux vérifier sur l'étiquette avant de le brancher. Fabrice. Ouais, c'est juste pour dire, c'est tout l'intérêt des standards. J'aurais envie de faire un petit pas de côté pour parler de l'USB-C et des standards choisis par on en a parlé la semaine dernière, par certaines entités. Heureusement là que les grandes entreprises se mettent d'accord pour Matter. J'ai envie de dire, on va voir si ça fonctionne. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là où on est sûr que quand on achète une ampoule connectée ou autre chose, ça va fonctionner avec le reste. Ça me fait penser, donc les deux, là, Florian Deleuil a parlé de Bluetooth. C'est potentiellement, c'est un bon exemple parce que Matter est quelque chose de base comme Bluetooth. Et si on pense aux AirPods, c'est Bluetooth avec quelque chose au-dessus. Donc je pense que la complexité de la domotique n'est pas terminée parce que là, on voit des fabricants, des constructeurs qui se mettent d'accord pour avoir quelque chose de base comme le Bluetooth, très bien. Et après, une fois que la grande réunion où ils sont tous copains sera terminée, la guerre recommence. Il y en a un des deux qui a dit ça pour dire on essaiera d'avoir la plus grosse part du gâteau. Et donc, on mettra des trucs en plus. Ce que fera Apple, évidemment, ce que fera Eve. Alors moi, je dis Eve en français, pas Yves. Je suis toujours très perturbé quand on dit Yves. Ça s'écrit EVE. Le patron alors, dit Yves lui-même. Le patron dit Yves, bon, très bien. Et donc, c'est ce que je crains, en fait. C'est-à-dire que dans cette période de lancement, c'est vachement intéressant et ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, moi le premier. Mais je suis pas encore persuadé que ça sera tout le plus haut dans le meilleur des mondes où tout fonctionnera formidablement bien sans qu'on ait à se soucier de la marque. Ça, j'y crois pas du tout. Bon, en fait, c'est un peu oui, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple, tu auras des ampoules et tu vas avoir des gens de Philips qui vont dire « Ah ben oui, bien sûr, vous avez acheté une ampoule chinoise, machin. Oui, vous allez pouvoir l'allumer, bien sûr. Bon, la nôtre, elle change en fonction de l'heure de la journée et en plus, elle bouge. Donc, elle est mieux. Elle est un peu plus chère, certes, mais elle est mieux. Mais si vous voulez utiliser l'autre, oui, ça va marcher. Oui. Donc, il y aura des arguments commerciaux, clairement. Alors, dans tous ces produits, il y a des composants et l'une des marques qui fabrique les composants était à cet événement du 3 novembre à Amsterdam. C'est justement le groupe français ST Microelectronics
qui fait évidemment partie de l'alliance CSA, tout comme Texas Instruments notamment et Silicon Labs. Des composants ST Micro, on en trouve notamment dans l'iPhone. Et on va passer 3 minutes avec Jean-Gaël Mouton. Il est au marketing technique. Il s'occupe d'une série de microcontrôleurs radio, très précis. Hein. Il va nous expliquer pourquoi ce jour était important pour lui, pour ST Micro et pour le grand public. C'est vrai que si on regarde l'adoption jusqu'à présent des objets connectés, donc par exemple pour les maisons connectées, il y avait un frein majeur, c'était que chaque fabricant avait son propre écosystème, ses propres protocoles, et que rien n'arrivait à discuter ensemble en fait. Donc là aujourd'hui c'est vraiment un jour historique, dans le sens où pour la première fois, on a un protocole unifié, et tous les objets connectés vont parler le même langage. Et on ne sera pas obligé finalement de se dire bon, j'ai acheté quelque chose qui vient de Google ou d'Apple, ça ne marche pas ensemble, ça va être un problème. Là maintenant, le client va pouvoir choisir exactement l'objet qui lui plaît et tant que ça supporte Matter, il va pouvoir connecter ça dans sa maison et tout ira bien en fait. C'est un petit miracle que ce standard existe, non ? Ah oui, exactement. Surtout quand on voit les compagnies donc, qui ont commencé à travailler ensemble au début. Donc pour paraphraser ce qu'on dit nos hôtes aujourd'hui, c'était quasiment impossible d'imaginer que ces compagnies-là qui, entre guillemets, s'écharpaient sur le marché, allaient être capables de travailler ensemble dans un but commun, donc qui est d'avoir amené Matter aujourd'hui sur tous ces objets connectés. Il y a un précédent qui est fédéré comme ça autant de très grandes entreprises. Alors dans ce domaine très particulier, donc si on parle de la maison connectée, je pense que c'est vraiment la première fois. Il y a eu quelques essais avant qui n'ont pas été très fructueux, principalement sur Zigbee. Mais là, Matter aujourd'hui, on tient enfin quelque chose qui est solide, qui est vraiment, qui a le soutien de toutes ces grandes compagnies et qui ira vraiment, de mon avis en tout cas, jusqu'au bout. Comment vous voyez les prochains mois ? À votre avis, là on est aujourd'hui, c'est un peu le lancement symbolique, officiel. Pour autant, les produits ne sont pas encore en rayon. Vous pensez que ça va commencer vraiment à déferler quand ? Alors, c'est impossible pour moi, évidemment, de vous donner une date, mais on a entendu quand même dans la conférence tout à l'heure qu'il y a déjà énormément de devices certifiés, d'objets connectés certifiés. Et donc, à mon avis, c'est qu'une question de relativement de temps assez court avant que ça arrive sur les étagères. Chaque jour, il y a des nouvelles compagnies en fait, qui rentrent dans l'écosystème Matter. Donc ça va faire effet boule de neige et d'ici un certain temps, impossible à définir précisément pour l'instant, il va y avoir de plus en plus d'objets connectés disponibles avec Matter en fait. Est-ce que pour vous ça va être une forme de révolution et d'explosion dans l'adoption par le grand public de la domotique et de la maison intelligente ? J'aurais tendance à dire que c'est peut-être ce qui a le plus de chances de provoquer cette révolution de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce qu'avant, donc, on avait le problème qu'on a déjà évoqué. Là, maintenant, ce problème disparaît. Ça va devenir très simple. Même commissionner un objet va devenir d'une simplicité enfantine avec Matter. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, on augmente grandement les chances que la maison connectée soit vraiment adoptée cette fois-ci. Voilà, Jean-Gaël Mouton de ST Micro. Alors, il est au marketing technique, hein, mais il s'exprime plutôt très bien, je trouve. C'est un jeune responsable marketing très, très sympa. Bon, il va un peu dans ton sens, Fabrice, c'est-à-dire qu'il a plutôt tendance à temporiser, mais en disant que ça va quand même être la déferlante. Ils espèrent tous que ce soit la déferlante naturellement. J'ajoute encore, je m'en veux de passer pour le cynique de service, que j'aimerais bien que ce soit la déferlante aussi. Mais pour l'instant, j'ai un peu de mal en fait. C'est marrant parce que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce Matter et maintenant que c'est là, j'ai un doute. C'est-à-dire que pas que ça va marcher, mais sur ce que ça implique, parce que ils se mettent d'accord sur un protocole de base, et ça, c'est absolument indispensable. Mais on sait aussi qu'il va y avoir des mises à jour de Matter 1.0, puis 1.1, puis 1.2, puis 1.3. Il y a une tétraflopée de produits connectés aujourd'hui qui arrivent sur le marché, ils ne sont pas capables de se mettre à jour ensuite. Parce que pour faire les trucs les moins chers possibles, on utilise des qui ne se mettent pas à jour. Donc on aura peut-être Matter 1.0, et puis 2 ans plus tard, il y a Matter 1.5 ou Matter 2.0. Le produit ne sera pas mis à jour, et donc s'il y a des nouvelles fonctions, ça ne marchera pas.
Donc je suis très perplexe. Enfin, ça marchera pas. Si, ça marchera toujours avec les mêmes fonctions, mais que ça empêche, et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, l'utilisation d'applications spécifiques pour avoir les nouvelles fonctions, je crois pas en fait. Je suis pas, j'ai peur en fait que ce soit pas aussi simple que les beaux discours qu'on entend depuis tout à l'heure. Élie, est-ce que tu veux rassurer Fabrice? Oui, je pense que y a un certain nombre. D'abord, au niveau des produits Deferlant, ils ont dit à plusieurs reprises 150 produits certifiés. Donc 150, c'est déjà une petite Deferlant. On n'en a peut-être pas besoin de tous, mais ça en fait quelques-uns pour démarrer. Ensuite, je pense, ils ont beaucoup parlé de cette rétrocompatibilité, en tout cas les personnes que nous avons écoutées jusqu'à maintenant. Et il me semblerait logique que dans cette alliance Matter, si on veut faire certifier un produit, on doit donner une certaine garantie que les versions suivantes qui sont dans le pipe et dont ils vont pouvoir parler, même s'ils ne nous en parlent pas à nous, consommateurs, soient supportées. Parce que, par exemple, si tu tombes sur un petit fabricant chinois qui fait une ampoule à pas cher et qui a sorti une compatibilité avec ce qui se vend le plus aujourd'hui et qui ne veut pas investir en R&D, etc., je ne suis pas sûr qu'il soit certifié parce qu'il doit passer les 29 autres tests de certif. Et on va probablement lui demander, OK, aujourd'hui, très bien, mais vous savez, nous, on a un standard, donc on veut être sûr qu'aujourd'hui, ça marche, mais demain, ça marche, et après-demain, ça marchera aussi. Et si vous ne voulez pas, ben, un peu tant pis, parce que comme il y aura l'embarras du choix, ben, ils pourront prendre ceux qui veulent s'engager vers une évolution. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas un ou deux qui va essayer de tricher. Après, il y a un autre domaine, puisqu'il parle de microcontrôleurs, c'est que pour l'instant, nous, la domotique qu'on voit, c'est la domotique vraiment très end-user, c'est-à-dire la lampe qui est dans un packaging, la prise qu'on sort d'un packaging et qu'on branche, etc. Il y a une domotique qui marche très bien aussi. Moi, je ne m'en sers pas aujourd'hui. Mais je connais des gens qui s'en servent, qui est de dire, nous avons une maison, on ne veut pas tout casser et tout refaire, on ne veut pas des choses qui sortent du mur et qui soient vilaines, ou etc. Mais par contre, il y a aujourd'hui des modules qui s'intègrent dans un tableau électrique et qui sont compatibles HomeKit ou qui seront compatibles Matter. Et en fait, ils vont remplacer le module du tableau électrique et donc leur éclairage du salon qui est déjà tout fait, etc., ils ne veulent pas toucher, ben on va pouvoir le piloter. Alors, oui, ça aura des fonctionnalités minimum qui seront allumer et éteindre, mais déjà, ils ne toucheront pas à leur merveilleux salon où ils ne veulent pas une ampoule qui n'est pas conforme au reste, etc. Donc, il y a cette partie-là qui s'adresse plus à des spécialistes, quoique moi, je connais des gens autour de moi qui les installent tout seuls dans leur tableau électrique. Hein, donc, c'est à la portée d'un bricoleur. Fabrice? Ouais, c'est un bon exemple parce que j'ai des copains qui ont parié qui ont fait construire une maison, qui ont parié sur la domotique il y a presque 10 ans, et qui, donc, je sais plus la marque c'était BT-Chino. Et donc ça marchait pas trop mal, etc. Il y avait une petite tablette sur un mur pour contrôler tout ça, et puis sauf que c'était pas HomeKit. Et donc, pour faire passer ça en HomeKit, il fallait effectivement changer ou mettre un module dans le tableau, et ça coûtait 500 €. Alors, ils ont attendu qu'il y ait une petite promo, ça a coûté 350 €. Mais je vous fiche mon billet que ce module-là n'est pas compatible avec Matter. Et que, du coup, il va falloir repayer quelque chose. Je suis d'accord. D'où l'intérêt, effectivement, de bien se positionner, de bien savoir ce qu'on veut faire. J'ai vu, par exemple, il y a quelques années, on les avait vus au CES, des sociétés qui parlaient de domotique câblée. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que la maison ne soit pas sortie du sol, hein, puisqu'en fait, tout était câblé Ethernet avec des kilomètres et des kilomètres de câbles en disant mais oui, mais c'est sécurisé parce que c'est câblé, etc. Et j'ai même un ancien d'Apple qui est allé bosser chez eux, il m'a demandé, il m'a dit ouais, c'est la domotique, toi qui connais, etc. Voilà le poste qu'on me propose, etc. J'ai dit mais tu es fou, ne va jamais là-dedans parce que ce marché, c'est un marché d'hyper niche réservé à des gens qui sont des milliardaires et qui vont câbler leur maison. Donc tout est câblé et c'est propriétaire, c'est-à-dire qu'une fois que tu rentres là-dedans, la moindre petite modification, déjà la base, pour qu'on commence à te dire, ça va peut-être être possible, tu dis, je mets entre 20 000 et 50 000 sur la table, euros, et là on commence à te dire si ça va pouvoir marcher. Donc c'est pour
quelques célébrités, c'est peut-être pas pour le commun des mortels, hein, cette domotique câblée, entre guillemets. Très jolie, hein, mais... Bon, on va rester sur de la domotique grand public, hein. C'est quand même la première vocation de Matter, même si l'Alliance a aussi dans l'esprit une version pro de Matter à terme. À propos de l'Alliance CSA, je propose qu'on passe un moment avec le président de cette alliance. Donc c'est la Connectivity Standards Alliance, et ce président, alors c'est chairman, hein, en anglais, s'appelle Bruno Vulcano. Il est chez Legrand, il est directeur d'une partie de la R&D sur les bâtiments intelligents. Il est donc aussi l'un des 2 hommes à la tête de cette alliance CSA, et il revient sur ce jeudi 3 novembre 2022 à Amsterdam. Ce jour est important parce que nous mettons sur le marché des objets connectés qui seront capables d'interagir les uns avec les autres, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, avec une très grande simplicité, ce qui va faciliter la vie de nombreux utilisateurs. Dans notre jargon, on utilise souvent en anglais, mais on va le traduire en français, c'est « ma maman peut le faire »,« ma mom can do it ». Et c'est exactement notre objectif, c'est-à-dire de simplifier les choses et de dire que n'importe qui est capable de programmer l'installation, de la mettre sous tension et de la piloter. Jusqu'à maintenant, si on voulait mettre de la domotique chez soi et des objets connectés, c'était un peu l'enfer, non ? Oui et non, on va dire, parce que ça dépend. Non, mais honnêtement, pour le grand public, c'était pas simple. C'était pas simple de faire des choix. Il y a plusieurs types de personnes, en fait, qui se lançaient dans cette ambition. Parce que c'était une ambition, parce que déjà, il fallait sélectionner la technologie avec laquelle on voulait fonctionner. Ensuite, une fois qu'on avait choisi une technologie, il fallait s'assurer que la marque ou les marques que j'allais acheter pour installer dans ma maison fonctionnaient vraiment entre elles, même si elles utilisaient la même technologie. Et c'est la raison pour laquelle l'objet de Matter aujourd'hui, c'était de faire le constat que le marché était extrêmement fragmenté. Et c'était très complexe pour une personne lambda de faire des choix et d'être certain que ce qu'elle achetait dans le magasin allait pouvoir fonctionner avec ce qu'elle avait déjà chez elle. Est-ce qu'on peut juste, parce que les marques, ça fixe un peu les idées, c'était quoi les grands écosystèmes, les grands univers qui ne savaient pas se parler jusqu'à Matter, en fait ? On ne peut pas dire que les écosystèmes ne savaient pas se parler. Ils pouvaient se parler, mais il y avait besoin d'installer de nombreuses passerelles entre ces mêmes écosystèmes. Donc des produits de la marque Legrand qui devaient interagir avec des produits de Philips Hue, eh bien il fallait déjà que les sociétés s'entendent entre elles pour dire ok, on va travailler ensemble, et 2, qu'il y ait les passerelles qui permettent de faire le transfert des informations. Donc, c'était là la complexité en fait. Tout était disponible pour le faire simplement, mais l'histoire a fait que c'est arrivé, ça s'est pas passé ainsi. Et Matter exige quelque part cette interopérabilité et le fait de ne plus avoir ces écosystèmes individualisés par marque. C'est quoi le miracle derrière l'existence de Matter aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que tous ces géants, alors, pas tous géants, mais aussi des géants, sont autour de la même table et ont accepté de se mettre d'accord sur le même projet? La genèse de ce projet, il a été de faire ce constat de la non-homogénéité des solutions, d'identifier le besoin qu'avaient les utilisateurs, les investisseurs pour avoir quelque chose de simple à mettre en œuvre et qui permette de proposer des nouvelles fonctionnalités dans les maisons, pour le confort, pour l'efficacité énergétique de la maison, tout simplement. Et la force de Matter, c'est qu'il repose sur la technologie Zigbee, qui existe depuis 20 ans, qui elle-même a eu besoin de s'homogénéiser, parce qu'il y avait plusieurs Zigbee. Donc on a commencé par homogénéiser Zigbee. Ça a pris du temps. Au total, une vingtaine d'années entre tous les fabricants d'objets. En France, on peut citer Schneider Electric, Somfy ou Legrand. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble pour faire en sorte qu'au travers de Zigbee,
on puisse avoir des objets qui se parlent entre eux. C'était la première étape, Zigbee, finalement. C'était la première étape. Et en fait, fort de ce constat, parce que même si on éclaire une lampe, c'est pas si simple d'éclairer une lampe et de trouver un accord à travers toutes les sociétés dans le monde pour dire on va l'éclairer comme ça. Et les géants de la tech sont venus nous rejoindre en 2019 en fait, en venant discuter avec nous en disant ben voilà, il y a quand même le besoin d'homogénéiser tout ça. Vous avez fait un grand travail, vous les fabricants d'objets. Mais nous, on aimerait être avec vous pour aller plus vite, accélérer le marché, la définition, apporter toutes les fonctionnalités de sécurité, de cybersécurité qui sont très importantes parce que c'est des objets qui communiquent. Hein. Et en fait, le 1 plus 1 est égal à 3. C'était la volonté, je crois qu'on y est. Concrètement, Matter, qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui ? Quand est-ce que les produits vont arriver ? Est-ce qu'ils vont être plus chers ? Et est-ce que vous nous promettez qu'ils vont tous fonctionner entre eux ? La promesse, elle est oui, bien sûr. Ils doivent fonctionner entre eux parce que nous avons au niveau de CSA un programme de certification qui va vérifier que c'est effectivement le cas. Les sociétés ne s'auto-certifient pas. On a besoin de présenter les objets à des laboratoires qui sont certifiés et qui sont autorisés à faire le travail. Et une fois que les objets ont été certifiés, alors ils peuvent porter le logo, alors ils peuvent être vendus. Et alors la promesse, elle est présente puisque toutes les vérifications ont été faites. Donc ça, c'est la garantie de l'interopérabilité. Les objets, entre le moment où nous avons annoncé la fin des spécifications de Matter et aujourd'hui, nous avons plus de 100 objets qui ont été certifiés. Après, charge aux sociétés de les commercialiser, ça, c'est pas le rôle de CSA. Mais je pense que Noël arrive bientôt. On devrait commencer à avoir de nombreux objets Matter sur les rayonnages des grands magasins. Est-ce que Matter, ça veut dire que la domotique va exploser entre guillemets dans le grand public ? Est-ce que c'était le dernier frein ou le frein principal peut-être pour que la maison intelligente devienne un phénomène de masse ? C'est probablement l'interopérabilité qui manquait, la simplicité qui manquait, et l'IP, la technologie d'Internet, que tout le monde connaît aujourd'hui. Il y a 25 ans en arrière, c'était pas exactement la même, on va dire la même histoire. Mais grâce à ces technologies, il y a la faculté de rendre les choses très simples et donc du coup, oui, d'envisager une adoption massive de ces objets. Et donc du coup, il faudra aussi que ces objets soient très vigilants sur leur empreinte carbone, sur leur propre efficacité énergétique, pour qu'à l'avenir, ils ne viennent pas trop polluer la planète, parce qu'on devrait en voir beaucoup se déployer. Expliquez-moi pourquoi vous teniez à ce que ce lancement mondial ait lieu ici. Alors ici à Amsterdam et plus généralement en Europe, parce qu'il était important de démontrer que ce n'est pas une technologie américaine et que nous avons des membres au niveau de CSA, donc il y a plus de 500 membres en ce moment au niveau de CSA. C'est réparti grosso modo un tiers US, un tiers Europe, un tiers Asie-Pacifique. Et les sociétés qui drivent cette organisation sont également avec la même représentation. Donc c'est une organisation de droit californien, mais c'est une organisation qui se veut mondiale et pas du tout centrée sur les sociétés américaines. Donc c'était important de venir en Europe. C'était aussi important d'être présent en Europe pour le lancement, tout simplement parce que Zigbee, beaucoup de personnes considèrent comme une technologie américaine, en fait, a aussi été créé en Europe il y a plus de 20 ans. Alors ça part de l'institut qui s'appelle l'I3E, qui a défini le 802.15.4 comme il existe le 802.11 pour le Wi-Fi, etc. Ça vient de là, mais les premiers produits Zigbee ont été développés en Europe, et plus particulièrement en Hollande. Donc c'était important d'être ici, présent 20 ans plus tard, pour la deuxième génération de produits basés sur l'IP. Vous me confirmez quand même que Matter, c'est quand même la réunion de deux mondes qui viennent de cultures radicalement opposées, les GAFA, les entreprises de la tech, et de l'autre, les installateurs et les électriciens. C'est exact. En fait, encore une fois, c'est 1 plus 1 qui est égal à 3, parce que pour le bénéfice du consommateur, en fait, il n'y a pas des choses qui viennent d'une compagnie, des géants d'un côté et des fabricants d'objets de l'autre. C'est tous ensemble
où nous nous sommes réunis autour d'une table, avons mis des ingénieurs pendant 3 ans pour travailler, rédiger les spécifications et faire ceci une réalité. C'est quelque chose que aucune compagnie n'est capable de financer toute seule aujourd'hui. Et c'est sans précédent dans l'industrie en fait. C'est la première fois que nous réussissons à réunir les GAFA, déjà les GAFA entre elles, et les fabricants d'objets comme nous. Et donc ça c'est sans précédent et c'est pour le bénéfice de la communauté. C'est pour le bénéfice de la communauté, conclut Bruno Vulcano. Votre réaction, les garçons, à cette interview, Fabrice ? Je pensais à une phrase qui... c'est une sorte de dicton qui dit la chose suivante: il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour commencer un projet qui est en retard. Et Matter est très en retard dans le besoin qu'il essaie de remplir et la réponse qu'il essaie d'apporter. Donc enfin, il faut qu'il y ait ça. Je pense que ça va marcher. C'est pas le problème, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs années pour que ça rentre dans l'état d'esprit de tout le monde, et puis que ça fasse la démonstration que ça fonctionne, quoi. C'est donc important. Tous les atouts décrits par toutes les personnes que tu as interviewées sont quand même là. C'est-à-dire que il y a les électriciens, les entreprises comme ça, plus les entreprises de la tech qui se mettent d'accord enfin pour faire quelque chose ensemble, pourvu que... en tout cas, si ça marche pas, ça marchera jamais, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Parce que là, Absolument. Là, en gros, enfin, il y a tout le monde. Donc espérons. Élie, il rejoignait un peu ce que tu disais juste avant, Bruno Vulcano, à savoir que c'est pas si simple d'éclairer une ampoule, dit-il. Mais oui, il y a des tas de façons de faire. C'est pas on-off, hein, ça c'est les interrupteurs dans les murs, mais les ampoules. Alors déjà, c'est une histoire de protocole. Et il a beaucoup parlé de Zigbee, qui effectivement est un protocole qui a été utilisé en Europe, même si après il est devenu mondial. Et il ne les a pas cités, mais c'est Philips qui a été le premier à utiliser Zigbee dans ses ampoules. Enfin, le premier en tout cas à le démocratiser. Puisque le pont Hue que vous connaissez, si vous avez une installation Philips, c'est un pont Zigbee en fait. Mais il faut voir que Zigbee n'était pas le protocole dominant. Pendant des années et des années, le protocole dominant de la domotique, c'était pas Zigbee, c'était Z-Wave. Z-Wave, qui est un protocole qui a quelque chose d'intéressant que n'avait pas Zigbee avant un certain nombre d'évolutions, qui était le fait de placer une pièce Z-Wave étendait la portée du réseau. Et ça, on l'a retrouvé après, ça s'appelait Thread, et c'est Yves qui en a beaucoup parlé. Et il faut voir aussi que... et on va en reparler avec lui. Absolument, parce que ensuite de Zigbee utilisait beaucoup le Bluetooth, comme d'ailleurs les premiers produits Yves. Donc les produits domotiques avaient une très courte portée. Donc après sont arrivés justement les IoT, l'Internet of Things, donc ces objets connectés qui avaient un point commun qui s'appelait le Wi-Fi. Et le Wi-Fi donnait la portée, mais donnait pas forcément toutes les caractéristiques de la domotique, puisqu'en fait, le Wi-Fi, c'est un réseau. C'est pas forcément... ça ne porte pas les commandes de domotique. Et Thread a été ce pont entre le Bluetooth qui était trop limité, le Wi-Fi qui était très large mais pas domotique, et donc tout ça combiné a donné derrière Matter qui prend un protocole de domotique, prend des protocoles de transport comme le Wi-Fi, comme Ethernet, comme le Bluetooth, font un agrégat en disant là on va pouvoir communiquer et puis on va faire passer à travers ces ponts un certain nombre de commandes qui seront communes. Fabrice, lancer Matter à Amsterdam pour dire non, Matter n'est pas une techno américaine, ça te plaît ou ça te fait sourire ? Le symbole est intéressant, enfin ça touche peu de personnes, nous on est au courant, c'est pas tellement... C'est marrant parce que qu'est-ce que ça ferait en fait que ce soit un standard américain s'il est utilisé par tout le monde? Ça change rien. Le vrai intérêt c'est que ce soit utilisé par tout le monde, pas tellement la provenance.
C'est dommage, moi je trouve que ça, en fait, ça pointe le doigt vers une potentielle guerre qui aurait pu avoir lieu entre les pays, alors que justement le but c'est de dire bah non, il y a pas. Donc finalement c'est pas très. Je suis plus touché par le rapport à Zigbee en fait, qui s'est lancé avec rien. J'aurais dit autre chose si on n'était pas en train d'enregistrer. Vas-y. Pour essayer de faire quelque chose. Non, non, tu sais à quoi je fais référence. Il faut une version compatible avec son canif et son couteau. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, bref, je me mélange les trucs. J'aurais pas dû y aller. Voilà. Donc ça c'est bien, mais ça c'est. En fait, c'est marrant. Tout ce qu'on entend là, c'est très intéressant. Il y a un côté très bon enfant. On est tous contents d'être ensemble, et on ressort les couteaux quand on sort de la pièce, quoi. C'est ça, bien sûr. Ouais, Ellie. hein, et donc c'est bien, mais faut pas se leurrer non plus, quoi. Là encore, je vais faire mon cynique, mais si c'est pas quelque chose que je sais, c'est mon interprétation, hein, on est bien d'accord. Mais si Apple, Google, les GAFA, comme on dit, sont arrivés là-dedans, c'est parce qu'aucun de ceux-là n'a réussi à s'imposer. Donc ils ont pas réussi. Bon alors on va faire ensemble. Mais ils sont tous partis en mode désordonné parce qu'ils espéraient tous pouvoir faire ça dans leur coin. Donc c'est bien. Moi ça me réjouit. Hein. Je pense que je vais pas être compris sur le sujet. Ça me réjouit, mais je veux pas être naïf sur le sujet. Ellie. Bah en fait, je voulais résumer ça un peu par rapport à ce qu'on a entendu. C'est donc un développement européen et un lancement européen, parce qu'en Europe, on sait faire des standards, la Commission européenne est magique pour ça, on sait faire des rapports, des standards, etc. Mais finalement, c'est quelque chose qui est lancé en Europe, dont les GAFA vont s'approprier, puisque c'est eux qui vont communiquer, et on aura l'impression que c'est eux qui ont tout créé, et ensuite, il y a les Chinois qui vont le vendre en masse. Donc voilà, l'Europe fait le standard, les Américains le démocratisent et les Chinois le vendent. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'était quand même vraiment le lancement mondial à Amsterdam. Il y avait un événement prévu le lendemain en Chine, événement régional, on va dire. Il n'y a pas encore d'événement aux US prévu, mais ce sera sans doute le cas dans les semaines ou les mois qui viennent. Il y a un autre aspect intéressant qu'évoque Bruno Vulcano, c'est la sécurité. Bah, pas la cybersécurité, mais enfin, oui. En tout cas, la non-vulnérabilité du standard. Standard qui fait 1400 pages, hein, les spécifications font 1400 pages. Je le précise, c'est aussi un aspect important parce que, comme il le dit très bien, ces objets communiquent entre eux. Oui, et ça c'est l'obsession d'Apple parce qu'ils se sont rendus compte, et de quelques autres, hein, que tous ces objets domotiques ne sont pas du tout protégés et sont même une porte d'entrée pour des hackers très facilement dans une maison. Oui. C'est pour ça qu'on a entendu parler de routeurs protégés, de secure vidéo, parce qu'évidemment, si on arrive à pirater un flux vidéo dans une maison, bah, c'est quand même pas très top. Parce qu'on s'habitue à ces petites caméras. Ouais. Fabrice. Oui. Non mais ça va au-delà de ça parce que au début même HomeKit, on se rappelle pour être certifié HomeKit parce que Apple a voulu justement créer quelque chose. C'est là où je voulais en venir, hein, une certification. Il fallait une puce dedans. Absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas décollé. Parce que c'était une puce qui était chère et il fallait l'acheter chez Apple. Et donc les autres, ils ont dit non. Donc c'est bien, mais enfin justement, voilà, c'était une sorte de premier faux pas pour essayer de créer un standard. Là encore, c'est l'arrogance d'Apple habituelle. Allez, c'est moi que je suis le plus gros, j'y vais. Le standard, c'est ça. Achetez chez moi, c'est bien. Mais donc ça, là pour une fois, ça n'a pas marché. Mais ça partait d'un bon sentiment quand même. Hein. Non, mais bien sûr. De dire, nous on sait sécuriser et on veut que ça soit sécurisé. Mais le bon sentiment fait pas le marché en fait, parce que du coup tu produis des trucs très très chers et tu essaies de tordre le bras aux autres, ça marche pas tout le temps quoi. Et l'autre aspect de la sécurité sur lequel je voulais insister pour faire aussi le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le besoin essentiel de mise à jour des produits, c'est que il y a eu plusieurs exemples d'attaques de déni de service sur des sites. Comme on en voit malheureusement souvent, partie d'ampoules.
C'est-à-dire que c'était des ampoules électriques connectées à Internet qui sont pas mises à jour et donc qui avaient comme mot de passe admin en dur dans leur firmware. Et des pirates les ont trouvés, en ont pris 500 000 et ont été capables de faire envoyer 3 octets de chaque ampoule sur un site web. Et ça suffit pour faire tomber le site web. Donc c'est absolument essentiel. Il faut effectivement garder ça en tête. Et heureusement que c'est un des fondements de Matter, bien sûr. Ouais. Et puis il y a un dernier aspect évoqué par Bruno Vulcano à l'instant, c'est si Matter connaît le succès que beaucoup lui prédisent, ça va aboutir à une multiplication des objets connectés. Et il y aura peut-être au bout un enjeu environnemental quand il dit qu'il faut veiller à l'empreinte carbone de tout ça. Oui, peut-être, c'est vrai, par les temps actuels. Oui, mais qui dit multiplication d'objets, multiplication on de parle de milliards d'objets. honnêtement. On parle de milliards et de milliards d'objets connectés. Hein. C'est pas 10 000. Hein. C'est vrai. Oui, bien sûr. Alors, Mais, il y a une marque. Ouais. il dit qu'il faut en parler, mais et alors Parlons-en. on fait quoi en fait Ah, mais- on fait quoi? Non, mais pas justement. sont Parlons-en. Mais attentifs. ça veut dire quoi? Est-ce que ils sont attentifs? Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, ce serait bien. Il faut faire attention. Mais donc quoi? En fait, c'est terrifiant, mais parce qu'une des réponses, c'est justement de pas y aller. Hein. Donc c'est bien, mais enfin, là encore, on verra. On verra, mais donc le but c'est de produire des centaines de millions d'appareils pour pouvoir automatiser tout un tas de trucs chez soi et ou aussi, on l'a évoqué à peine dans les bâtiments, parce qu'il y a tout un aspect de la domotique qui est pas pour la maison, mais qui est pour les bâtiments. Les grands bailleurs sociaux, par exemple, ils sont très attentifs à ce genre d'appareil-là, parce que quand tu gères un parc de plusieurs milliers d'appartements, etc., c'est intéressant d'avoir des capteurs qui soient fiables pour détecter s'il y a une fuite quelque part, s'il y a une inondation, ou voire même des capteurs qui sont là pour détecter avant les pannes. Tout ça, ça les intéresse aussi que ça fonctionne avec un standard qui soit commun, plutôt que d'avoir des trucs qui coûtent très très cher et qui en plus s'arrêtent de fonctionner au bout de 5 ans. Alors, on est dans iWeek, donc forcément, on observe toutes ces évolutions avec notre sensibilité Apple, évidemment. Et il y en a un à cet événement de jeudi dernier qui est parmi les grands bénéficiaires de l'arrivée de Matter, parce qu'il avait fait le choix au départ de tout miser sur Apple et sur HomeKit pour ses objets connectés. Alors, prise connectée, valve thermostatique pour radiateur, détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture de porte notamment. Et aujourd'hui, Matter lui ouvre un peu comme par magie un marché beaucoup beaucoup plus grand. Lui, c'est Jérôme Gackel. Il est à la tête de Eve Systems. Il ne veut pas dire qu'il est le CEO. Il est très, très modeste. Il veut juste qu'on dise qu'il est à la tête de Eve. Eve, ça s'écrit EVE, hein, c'est pas YVES comme tu le rappelais tout à l'heure, Fabrice. Tu nous as souvent parlé de Eve, Elie. Oui, parce que c'est une marque qui a toujours été là et qui a su très tôt se positionner sur ces marchés et qui en plus les a fait évoluer. Hein. Donc, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à eux qu'on a eu Thread et c'est grâce à Thread derrière qu'on a eu Matter. Donc, ils ont su discuter avec les gens, leur dire attendez, mais là il y a un protocole, mais c'est pas assez. Vous en avez un autre. Essayons de faire quelque chose. Et ils ont poussé ça. Et en fait, comme c'est une petite société, c'est pas d'eux qu'on parle, mais c'est eux qui, en tâche de fond, ont fait en sorte que Matter arrive. Et c'était les premiers à en parler, bien avant que les grands acteurs en parlent. Dès qu'on parlait de Thread avec eux, ils nous disaient oui, mais attendez, Thread c'est très bien, mais vous savez, derrière, il y a Matter qui va arriver. On dit, c'est quoi Matter? donc eux savaient déjà. Donc, voilà, c'est pour ça que Jérôme Gackel, donc le patron de Eve, était aux Anges à Amsterdam, donc lors de ce lancement mondial de Matter la semaine dernière. Ça fait un peu plus d'un an que j'attendais cette journée. C'est une étape extrêmement importante pour l'industrie de la domotique et pour tous les acteurs, qui a pour but de faire de la domotique un marché de masse, pour un consommateur de masse, lambda, pour ma mère, pour mes frères et sœurs. Et de ce fait, il y a un standard unique au sein de la maison
qui va garantir que les produits de chacun des fabricants marchent ensemble d'une manière simple, sécure et pas très chère, du fait que les produits domotiques, en particulier ceux réalisés par Yves, sont vendus directement aux consommateurs. Il n'y a pas d'installateur. Nos produits sont installés en un clic. Simplement, on prend une photo de notre QR code qui est sur le produit et vous pouvez directement le contrôler via votre iPhone ou via la voix « Hey Siri, allume la lumière » et ça se produit automatiquement. Parce qu'il faut dire, Jérôme, qu'avant Matter, jusqu'à maintenant, c'est un peu l'enfer de monter sa maison intelligente. Jusqu'aujourd'hui, je disais, la domotique, c'était, si vous n'arrivez pas à me convaincre, mettez-moi confus. C'était plus une confusion. Quand vous achetez un produit, vous ne savez pas s'il va marcher avec un produit d'un autre fabricant. Maintenant, avec le badge Matter, vous avez la garantie que ça fonctionne d'une manière simple, secure, comme déjà mentionné, et de manière évolutive dans le temps. On est sûr que ça marchera ? J'en suis convaincu. Pourquoi ? Parce que les grands acteurs tels que Apple, Google, Samsung ou Amazon sont à la tête de ce standard et vont le déployer au niveau du consommateur. C'est quasiment une première historique, cet accord autour du standard Matter. Comment vous expliquez que toutes ces marques qui sont des concurrents le reste de l'année se soient mis d'accord sur ce langage commun ? Parce que la maison est un enjeu important pour tout le monde. Et aujourd'hui, on parle de la domotique depuis une vingtaine d'années. Mais sa pénétration au sein des maisons en France reste toujours limitée. Et pour en faire un marché de masse, il fallait créer un standard en termes de communication pour en garantir l'interopérabilité des produits et délivrer des cas des usages à valeur et pas faire simplement de produits domotiques, de simples gadgets. Alors, il y a la question des produits existants et de leur mise à jour. Est-ce que Matter, c'est que du logiciel ou pas ? Pour Yves, c'est que du logiciel, vu qu'on va permettre à nos utilisateurs de faire ce qu'on appelle un firmware, une mise à jour logicielle de nos produits via l'application Yves, qui va leur permettre de devenir Matter. Nous prévoyons de faire une mise à jour logicielle le 12 décembre sur 4 de nos produits, qui sont Yves, la prise intelligente, le détecteur de mouvement et le capteur de contact. Ces 3 produits auront un update logiciel le 12 décembre. Qui les rendra donc compatibles avec Matter. Tout à fait. Et ce sera payant ? Non, gratuit. Le gros bénéfice, ça va être qu'à la suite de cette mise à jour de logiciel, le produit Yves ne sera pas uniquement compatible avec l'écosystème Apple, mais également avec l'écosystème Google ou Samsung, comme un exemple. Oui, parce que alors vous êtes un peu un cas à part, c'est que vous étiez très lié à l'écosystème Apple, et pour vous, encore plus peut-être que pour les autres, Matter, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour nous, mais également pour le consommateur. Pourquoi ? Parce que les produits Yves ne dépendent pas d'un cloud. Et pourquoi on ne dépend pas d'un cloud ? Parce qu'on veut garantir la privacy, la confidentialité des données au sein de la maison. Et ce était possible uniquement sur l'écosystème Apple. Et si on voulait être compatible avec Google ou Samsung, jusqu'à ce jour, vous deviez avoir un cloud. Et c'était une collection de cloud à cloud. Avec Matter, tout se fait localement. Donc, on va pouvoir être connecté à Apple, mais également à Google, de manière locale au sein de la maison, tout en garantissant 100% de privacy avec les produits Yves. Quel impact ça va avoir, selon vous, Jérôme, cette arrivée de Matter sur à la fois l'engouement du public pour la domotique, la maison intelligente, et pour le marché plus globalement ?
Pour le marché plus globalement, c'est d'en faire de la domotique un marché de masse. C'est un marché en forte croissance car les bénéfices sont réels et sont portés notamment à ce jour par les économies d'énergie, mais également toutes les thématiques sécuritaires. Et c'est des thématiques qui sont là pour rester dans les prochaines années. Et c'est un marché qui a pourvu de croître de manière significative dans les prochains mois et dans les prochaines années. Pour Yves, notre marché adressable ne se limitera plus au marché Apple, mais à l'ensemble du marché. Et donc, on prévoit une très forte croissance et on est extrêmement satisfait du lancement de Matter à ce jour. Jérôme, alors, Matter, c'est une chose, mais on parle aussi beaucoup de Thread. Est-ce que les deux sont obligatoirement liés ou pas? Et en quoi est-ce que Thread est important pour Matter? Les Thread et Matter, en fin de compte, sont liés parce que Matter fonctionne sur 3 technologies qui sont le Wi-Fi, l'Ethernet et Thread. Et Thread est extrêmement important. Notre vision ou notre hypothèse, c'est qu'un réseau Thread sera dans chacune des maisons, comme le Wi-Fi, peut-être à 3 ans, peut-être à 5 ans, mais ce sera un élément clé au sein de la maison. Pourquoi ? Parce que les objets connectés vont s'accroître au sein de la maison et plus vous avez des objets connectés sur votre réseau Wi-Fi, moins il est efficace. Et vous devez avoir un autre réseau. Et cet autre réseau est clairement Thread. Thread se trouve déjà au sein de l'Apple TV, du HomePod mini. Chez Google, je crois qu'il est au sein d'une dizaine de produits. Il a été adopté par Samsung au niveau de ses télévisions intelligentes et de ses frigos intelligents. Donc, nous pensons que notre vision est en route et à bientôt, peut-être à 3 ans, Thread sera dans chacune des maisons. Et du coup, vos produits, ils ont tous besoin de Thread ou ils peuvent aussi fonctionner sur du Wi-Fi? La majorité de nos produits fonctionnent sur Thread ou sur Bluetooth, mais par contre, comme mentionné précédemment, si vous voulez être Matter, vous devez avoir Thread. Pour les produits Yves, nous avons toujours 2 produits qui sont toujours sur Wi-Fi. Ce sont des caméras parce que le réseau pour transporter de la vidéo n'est pas possible à l'heure actuelle sur Thread. C'est pour ça que ces produits sont sur Wi-Fi. Voilà, Yves, donc une marque très, très mise en avant par Apple dès qu'il est question de domotique. Et on comprend pourquoi, parce qu'ils ont fait un choix très, très pro HomeKit. Maintenant, pour lui, il va se régaler, Jérôme Gackel, parce que quasiment sans rien faire, il s'ouvre à la fois les utilisateurs Android, Google, Amazon. C'est génial pour lui, ce qui se passe. Absolument. Mais bon, lui, il parle de produits pas chers. Yves, jusqu'à maintenant, c'est des produits qui sont un peu premium quand il va être dans les autres marchés. Dans l'univers Apple, les gens sont un peu habitués à avoir des produits premium mais qui marchent bien, etc. Mais là, il va pouvoir adresser un marché beaucoup plus large, mais il va falloir à mon avis, qu'il pense à repositionner un tout petit peu ses prix parce que en face de lui, il y a des acteurs qui sont 3 fois moins chers. Et ça qui peut être bon pour nous. Matter. Ça peut être bon pour nous si les produits Yves sont moins chers. Bien sûr. Ah bah oui. Ce sera intéressant de voir justement si les concurrents vont être capables de faire vraiment beaucoup moins cher en étant compatible Matter, en suivant les 29 ou 30 points de certification, parce que justement là ça demande quelque chose, ça s'improvise pas quand même. Donc c'est peut-être aussi mais c'est beaucoup moins long que de développer. Des points forts de... C'est beaucoup moins long que de développer sur chaque environnement. Oui. Naturellement. Donc ça veut dire que c'est pour ça que c'est très important que ça existe. Non, mais le point d'Eli, c'est intéressant de voir comment ils vont évoluer chez Yves, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, alors quand on était dans une maison plutôt Apple, ce qui est mon cas par exemple, moi c'est plutôt ces produits-là que j'ai conservés. J'ai fait un guide sur la maison connectée il y a 6 ans. J'ai testé, je sais plus, 80 trucs. Et ceux que j'ai laissés quelques-uns que j'ai laissés sur mon installation, c'est des produits Yves.
parce que il fonctionne depuis 6 ans. Allez, j'ai perdu une prise connectée de chez eux qui a arrêté de fonctionner. Bon, c'est tout. Dans les mises à jour, et c'est intéressant, tous les produits Yves qui ont 5 ans, par exemple, vont pas se mettre à jour. Hein. J'en ai eu un qui s'est pas mis à jour avec Thread, par exemple. Il y a quand même une certaine limite, comme on a l'habitude avec les iPhones et tout le truc. Si ça se met pas à jour au bout de 5 ans, c'est peut-être normal. Ça veut dire aussi que, là encore, le fait qu'il y ait une couche commune à tout le monde, même de base, c'est vraiment important, parce que il faut que ça puisse continuer à fonctionner, mais ça va vouloir dire aussi qu'il va falloir gérer les mises à jour de ces appareils Thread, Matter et tout ça chez soi. Donc ils ont beaucoup ont parlé il faut que ce soit facile à faire par maman et grand-maman. C'est bien. Mais maman et grand-maman, des fois, il suffit de leur parler de mise à jour d'iPhone pour qu'elles ferment les oreilles, quoi. Hein. Donc c'est pas gagné. Ça veut dire que c'est maman et grand-maman qui sont nés aujourd'hui. C'est ça. Alors il y a un point, il y a un point crucial sur lequel termine Jérôme Gackel, c'est l'importance de Thread. Donc Thread, c'est un autre réseau sans fil. Hein. Il y a le Wi-Fi et aujourd'hui ou très bientôt, vous aurez aussi un réseau Thread chez vous. Alors, tu peux nous rappeler les conditions pour avoir un réseau Thread, Ellie? Parce qu'en fait, il suffit d'un seul appareil qui ouvre le maillage, en fait, c'est ça? Ben oui, en fait, il faut au minimum un HomePod mini. Le HomePod aujourd'hui, mini, ça a été... pour nous. Oui, mais ça a été pour Yves, il parlait de Thread avec une photo du HomePod mini. Ça a été pour eux vraiment l'arrivée de ce produit a révolutionné leurs possibilités parce que ça permettait de faire passer à travers le Wi-Fi des commandes Thread qui allaient se répercuter à un autre appareil Bluetooth qui était à l'autre bout de la maison et qui ne pouvait pas atteindre. On avait atteint les limites de la domotique. Lorsqu'on commence à parler de maisons un peu plus grandes, si vous êtes dans un petit studio, c'est pas vraiment un problème pour vous. Et de toute façon, de notre côté, vous n'aurez pas 50 appareils. Mais quand on commence à avoir quelques dizaines d'appareils qui communiquent dans une maison d'une certaine taille, le Bluetooth atteint ses limites. Et on arrivait à avoir des sortes de relais Bluetooth, mais qui marchaient pas très bien. Et donc, Thread, ça a permis de dire à partir d'un HomePod mini, mais un seul, parfois, peut ne pas suffire. Mais en tout cas, il faut avoir des appareils Thread qui sont des ponts qui communiquent avec le Wi-Fi et qui relaient les instructions. Donc, un Apple TV, très bien, c'est un routeur Thread. Pas n'importe lequel. Mini. Non, c'est vrai. On va en reparler tout à l'heure. On va en parler. Mais dans la gamme précédente, oui. C'est les nouveaux qui posent problème. Bon, votre petit bilan de cette page spéciale à l'occasion de cet événement à Amsterdam. Quelle impression ça vous laisse, Fabrice? Deux choses d'abord. Deux choses de tout court. J'ai envie de dire, enfin, depuis le temps qu'on attend ça, c'était tellement indispensable, donc je souhaite de toutes mes fibres que ça marche. Et la deuxième chose, juste je voulais te remercier parce que du coup tu as rapporté plein de choses, c'est chouette d'avoir ça, et donc merci mon capitaine parce qu'on a appris plein de trucs et j'espère que nos auditeurs aussi. Eh ben merci Fabrice. Ellie, ton sentiment global? Écoute, c'est un moment important et plein de promesses parce que ça va permettre enfin, j'espère, de démocratiser la domotique. Moi, c'est quelque chose à laquelle je crois depuis des années, François aussi, mais quand on a mis ça dans nos magasins, avec d'ailleurs l'aide de Yves, qui nous ont prêté des appareils, qui nous ont mis à disposition des brochures, des vidéos, etc. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à expliquer ça à nos clients. Il y en a qui comprennent, mais la majorité, ils voient ça, c'est posé sur une table, on a fait des belles photos, des diagrammes, on a dit c'est simple, demandez-nous comment ça marche et tout. Et ils comprennent pas. Et donc peut-être que là, on va arriver à leur expliquer que leur volet roulant qu'ils ont déjà, leur store qu'ils ont déjà, ils vont pouvoir les piloter. Ah bon, mais c'est bien ça. Et les lumières vont pouvoir s'allumer. Et oui, mais si vous voulez pas une lampe connectée,
c'est pas grave. On pourra même agir au niveau de l'interrupteur de votre salon, que ce soit au niveau du tableau ou même au niveau de la prise, parce qu'il y a aujourd'hui des petites choses qui se mettent derrière les prises et qui vont faire en sorte, ou voire même des interrupteurs intelligents qu'on met à la place des autres, qui sont plutôt jolis. Et donc on dit aux clients pour les rassurer, non, mais votre salon, vous avez votre interrupteur, vous appuyez, sauf que là, en plus, vous allez pouvoir gérer le niveau, donc ça devient non pas des on-off, mais des choses où on peut augmenter l'intensité lumineuse, et déjà ça les rassure, et puis après on va leur dire, mais si en plus vous voulez un peu de couleur, on va pouvoir rajouter des ampoules, mais déjà, votre salon, on va mettre une prise, vous appuyez, boum, ça marche, c'est magique, donc c'est bien. Et le fait d'avoir justement Matter fait que l'univers Ikea que les gens connaissent, donc il y a pas mal de clients qui vont acheter des produits connectés Ikea parce que c'est Ikea. Donc, Et ils seront bientôt Matter. Et oui, et donc HomeKit. Et nous, ça nous oui. intéresse qu'ils soient HomeKit. Parce que pour Absolument. l'instant, il fallait le pont et tout ça, donc c'était pas si simple. Absolument. Bon, voilà pour ce lancement de Matter, donc la semaine dernière aux Pays-Bas. Très heureux de vous avoir permis peut-être de mieux comprendre les enjeux de ce nouveau standard et peut-être aussi ses limites. En tout cas, on va suivre tout ça. On va le suivre aussi parce que les produits Matter vont se multiplier. On va aussi suivre ces appareils qui vont nous permettre de créer un réseau Thread à la maison. On en a déjà quelques-uns pour nous, mais la liste devrait s'agrandir bientôt. Bref, on en reparlera. Dans un instant, l'info de la semaine, la pénurie d'iPhone 14 Pro et Pro Max qui se profile pour Noël. Et avant ça, pour le Black Friday. À tout de suite. C'était dimanche, un communiqué publié sur apple.com pour avertir de la pénurie à venir d'iPhone 14 Pro et Pro Max. Alors rien à voir avec des composants manquants. Le coupable, c'est encore le Covid et la politique zéro tolérance de la Chine qui reconfine notamment dans la région de Chengdu, la capitale de la province du Henan, dans le centre nord de la Chine. C'est là que se trouve cette usine Foxconn qu'on surnomme iPhone City. Il en sortirait jusqu'à 500 000 iPhones par jour en temps normal, usine qui emploie jusqu'à 350 000 personnes, mais ça ne semble pas être le cas en ce moment, d'où le problème cristallisé par Apple avec ce communiqué de presse. Est-ce que d'abord ça vous a surpris qu'Apple communique de manière aussi officielle sur des stocks qui ne seront pas au rendez-vous dans les semaines qui viennent ? C'est une façon d'anticiper le problème et de ne pas frustrer des clients qui vont se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a un problème toute communication est bonne. De notre côté, ils avaient déjà fait ça, rappelez-vous, et en fait, à un moment donné, ils avaient résolu le problème de livraison, et par contre, les clients s'étaient détournés, ils s'étaient dit cette année, il n'y en aura pas, donc on va acheter autre chose. Et du coup, quand les produits sont arrivés, il n'y avait plus de clients pour les acheter. Donc, la communication est bonne, mais peut être dangereuse. Ouais, Fabrice ? Ouais, en même temps, ça veut dire que c'est grave, en fait. Parce qu'il y a la communication auprès des acheteurs, mais la communication auprès des financiers. Il y a eu la conférence téléphonique sur les résultats financiers quelques jours avant, où Apple a déjà prévenu que ça a été un très bon trimestre pour les pour les Mac, pardon. Mais il faut pas s'attendre que ce soit pareil pour le trimestre suivant. Et puis quelques jours plus tard tombe ce communiqué de presse qui était probablement déjà prêt avant les résultats financiers, pour dire que c'est la deuxième couche, pour dire préparez-vous, le trimestre prochain, en termes de résultats financiers, ça va pas être bon. On peut, je pense pas que Apple soit déficitaire, mais il y a fort à parier que les résultats qui sont quasiment toujours en croissance d'une année sur l'autre, quand on compare les deux trimestres, le trimestre de cette année et de l'année précédente, c'est en croissance quasiment tout le temps. J'ai envie de dire un peu sauf pour l'iPad. Là, si ça se trouve, pour Mac et pour iPhone, etc., ça va pas être joli, quoi. Donc, ils sont en train de préparer le terrain pour dire accrochez-vous. On le vit au quotidien, ça, dans nos magasins. Aujourd'hui, la fréquentation des magasins n'est pas celle qu'il y avait il y a un an ou même il y a 6 mois, quoi. La fréquentation est en baisse. Les gens ont d'autres préoccupations. Le prix de l'essence, est-ce qu'ils vont pouvoir se chauffer cet hiver, la guerre pour certains. Donc, l'informatique passe dans un deuxième plan, là. Donc,
C'est un peu inquiétant, mais c'est ce qu'on constate vraiment au quotidien. Alors, on sent qu'Apple fait cette annonce et lance cet avertissement dans la perspective donc d'abord du Black Friday qui aura lieu le 25 novembre, puis évidemment de Noël, hein, puisque on est début novembre, on peut considérer que les achats de Noël ont déjà commencé. Pour autant, la pénurie d'iPhone 14 Pro, je crois que c'était pas la peine d'attendre début novembre pour la constater, hein, Ellie. Non, on a eu en fait des produits au lancement. Apple nous avait prévenu qu'il y aurait 3 semaines difficiles, mais qu'on aurait à nouveau du réassort. On reçoit des iPhones tous les jours. Hein. On ne reçoit pas autant d'iPhones qu'on voudrait. Notre crainte, c'est que ces iPhones qui nous arrivent régulièrement se tarissent complètement. C'est-à-dire qu'on passe à on en reçoit régulièrement, mais pas autant qu'on voudrait, à on n'en reçoit plus du tout parce qu'il n'y en a plus. C'est combien quand tu dis que tu en reçois tous les jours ? On reçoit des quantités intéressantes. Hein. On reçoit plusieurs dizaines d'iPhones par jour. C'est pas plusieurs centaines, malheureusement, mais là, on en reçoit, oui. C'est des Pro et Pro Max ou c'est que des Pro et Pro Plus ? Pro et Plus, Non. C'est-à-dire que nous, ce qu'on commande, c'est surtout des Pro et des Pro Max. Hein. Alors, des Pro Max, on en reçoit très peu, pour être honnête, mais des Pro, on en reçoit régulièrement. Alors, pas dans toutes les tailles qu'on voudrait. C'est plus difficile d'avoir un Pro Max en 1 Tera que d'avoir un Pro ou un Pro Max en 128 ou 256. Ouais, donc, voilà, c'est... Mais mais honnêtement, on en reçoit régulièrement jusqu'à maintenant. Est-ce que Apple a aussi intérêt à faire passer le message suivant qu'on a déjà entendu l'an dernier, si je ne me trompe pas, qui est de dire pour Noël, si vous voulez mettre un iPhone 14 Pro ou Pro Max au pied du sapin, n'attendez pas le 15 décembre. Oui, c'est ça qui leur avait porté tort. Parce qu'ils avaient voulu être prudents, et les clients, au moment où ils ont eu des iPhones qui sont arrivés, et ils en avaient en stock, et on en avait en stock, au moment de Noël, les gens ont acheté beaucoup moins d'iPhones. Parce que justement, ils étaient sûrs qu'il n'y en aurait pas. Alors, des iPhones, pourtant, il y en a en stock, notamment chez toi, Ellie, des 14 Plus. Oui, ça se vend un peu moins. Oui, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'Apple, apparemment, a réduit ses commandes à la baisse. 3 millions d'exemplaires de moins que prévu, quand même, selon Bloomberg. Mais c'est en fait le résultat de cette non-communication qu'il y a entre Apple et son réseau commercial. C'est-à-dire qu'on a été pendant 30 ans en communication avec Apple, que ce soit au niveau français, au niveau américain. Ils interrogeaient un certain nombre de personnes pour voir comment va le marché, qu'est-ce que vous pensez de ce type de produit, des choses comme ça. Maintenant, depuis qu'Apple a des stores, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir notre feedback, et d'ailleurs, ça ne les intéresse pas du tout de l'avoir. Ils ne nous écoutent pas. Même quand on essaye, nous, de communiquer proactivement, ils ne nous écoutent pas parce qu'ils pensent que leurs vendeurs, comme ils appartiennent à Apple, ils ont la vérité incarnée et qu'ils n'ont plus besoin d'écouter autre chose. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que, vous savez, cette méthode habituelle dans les grandes entreprises qui s'appelle Cover Your Ass, entre CIA, CYK, ce qui veut dire que quand on demande... Protège tes fesses, quoi. Protège tes fesses. Voilà. Quand on demande à un vendeur dans une boutique Apple, mais qu'est-ce que tu penses de l'iPhone, si on avait un iPhone 14 Plus ou un iPhone plus grand, etc. Ah, mais c'est génial, les gens vont se l'arracher, mais c'est super, etc. Alors que nous, ils nous auraient demandé, on leur a dit oui, à condition qu'il soit à un prix intéressant. Le problème du 14 Plus, c'est que c'est ce que les clients voudraient pour ceux qui ne peuvent pas se payer un Pro Max. Mais il est beaucoup trop cher. C'est-à-dire que Apple n'aurait pas dû faire ce réajustement ou cette parité au moment de cette sortie, parce que ça a tué le produit. C'est-à-dire qu'il y a un marché pour ça, pour des écrans 6 pouces 7 d'entrée de gamme. Mais le problème, c'est que l'entrée de gamme chez Samsung ou chez Oppo ou chez que sais-je d'autres, c'est pas du tout l'entrée de gamme chez Apple, c'est que le 14 Plus, c'est un produit qui est super cher. Donc les gens ne peuvent pas se le payer, donc il ne se vend pas. Malheureusement. Et oui. Fabrice, est-ce qu'il n'y a pas une double bizarrerie là entre les Pro et les Pro Max qui sont tellement demandés, alors qu'ils sont quand même très chers,
et Apple ne peut pas les sortir, et de l'autre, des iPhones qui sont censés être grand public, qui sont quand même trop chers, et qui s'empilent dans les arrière-salles des revendeurs, comme chez Eli. Bah, Nous, on était prudents, reprendre ce que disait Ellie, mais je pense qu'il y a plein de choses en même temps, et là, c'est là qu'on touche quand même la difficulté immense de prévision, c'est-à-dire que le fait que les gens, globalement, aient envie d'écrans plus grands, bah, c'est ce qui a mené à l'apparition des iPhone 6 et 6 Plus à ce moment-là. On rappelle que ça a été une année absolument phénoménale pour Apple quand les iPhones plus grands sont enfin sortis. Le 6 Plus a été quelque chose d'incroyable. Donc il y a une demande pour les écrans plus grands. L'effet ciseau, c'est que Apple répond potentiellement à la demande dans un monde qui se casse la gueule. C'est donc très très difficile à prévoir ça quand même. Là pour le coup, tu prévois de sortir ton iPhone grand écran 14 Plus, tu le prévois 2 ans à l'avance, ou voire 3 ou 4. Et puis il y a Covid, et puis il y a la guerre, et puis il y a ceci, il y a cela, donc du coup tu te prends les pieds dans le tapis. Avec malheureusement quand même quelque chose qu'ils auraient pu maîtriser peut-être un peu plus. On dit que l'iPhone a augmenté de prix. Alors en ce qui concerne le 14 Plus, pas vraiment, puisqu'il n'existait pas. Mais cher. Mais il reste cher. C'est-à-dire que les iPhones en prix en dollars aux États-Unis n'ont pas bougé par rapport aux iPhone 13, qui étaient donc de toute façon déjà chers. Ils ont pris ce qu'on sait comme augmentation en France et dans les autres pays, enfin hors États-Unis. Et l'argument d'Eli est imparable. Bah oui, on vous fait un iPhone pas pro grand écran, formidable. Vous l'avez demandé. Ah bah oui, mais on l'avait demandé à 700 balles, pas à 1000 ou plus. Donc et avec en plus, on rappelle que c'est donc un plus grand écran, mais ça suffit pas. Avec la puce de l'iPhone 13 de l'année d'avant, avec un écran qui n'est pas la Dynamic Island, qui est la nouveauté qui attire l'œil, etc. Donc ah bah oui, en fait c'est comme celui de l'année dernière en un peu plus grand, mais super cher. Et puis finalement, à quoi bon? Donc ça peut être une sorte de, à l'échelle d'Apple, une sorte de grand ratage industriel, parce que ils se sont dit les gens achètent pas le mini, on va faire plus grand, puis en fait ils veulent pas du plus grand non plus. Donc ça fait deuxième ratage industriel en 2 ans quand même, hein, dans la gamme mais iPhone. honnêtement, ils auraient pu nous demander. On leur aurait dit, parce que nous, quand je disais on est prudent, mais je vois certains de mes confrères qui en ont jusqu'au plafond des iPhone 14 et 14 Plus. Mais nous, on a vu le produit, on a vu le prix, on a dit non. Donc on en a commandé un tout petit peu pour voir, mais on a été super prudent, donc on n'est pas surstocké en 14 et 14 Plus, parce qu'on s'est dit ça ne marchera pas. Mais ça fait 40 ans qu'on connaît ce marché, donc ils pourraient nous demander, plutôt que de demander à des jeunes de 18 ans, parce qu'ils bossent chez eux, qu'est-ce qu'ils pensent de la stratégie mondiale. Mais ce produit ne pouvait pas marcher, c'est comme ça. On a beau s'appeler Apple, ça ne pouvait pas marcher. Et alors, on parlait de catastrophe, Ellie, et comment tu comparerais, avec un peu moins de recul, j'entends bien, mais le 14 Plus et les 13 et 12 mini? Est-ce que ça marche encore moins bien que le mini? Honnêtement, oui, parce que c'est plus cher. Le mini, il y avait la taille de l'écran qui n'a pas plu, et c'est marrant parce que maintenant, il y a des gens qui en cherchent. C'est comme ça. Mais c'était quand même l'entrée de gamme dans ce produit. Donc, moi, quand je serai grand, j'aurai un mini. C'est ça. Mais ça a bien marché pour les jeunes, parce que c'est un téléphone en même temps pratique à mettre dans une poche de jean, etc. Ouais. Et comme les jeunes n'ont pas de problème de vue, ils n'ont pas besoin d'un énorme écran, un 5.4. Ils voient très bien ce qu'il y a dedans, surtout quand c'est de l'OLED. Ouais, moi, ma chérie est passée du 6S au 13 mini qu'elle a acheté après la sortie de la gamme 14. Et je suis sûr qu'elle est contente avec. Elle est très contente. Bah oui. Très contente. Je pense qu'une des erreurs d'Apple, c'est justement de ne pas avoir attendu suffisamment longtemps, en fait. De pas avoir eu confiance dans le mini. En plus, dans le contexte de l'augmentation des prix. Elle l'a pas installé. Ils savaient qu'ils allaient augmenter les prix, en gros. Et ils n'ont pas laissé le temps à l'appareil de s'installer. Et c'est dommage.
Bon voilà, les petites news en ce qui concerne les iPhone 14, toute la gamme, avec ceux qui manquent et ceux qui ne trouvent pas preneur. On se retrouve dans un instant pour vous parler de notre première impression de l'Apple TV 4K 2022. À tout de suite dans Pommes. Il est arrivé avec quelques jours de retard quand même sur ce qui était prévu. C'était prévu vendredi dernier. On a commencé à le trouver depuis lundi, mardi, hein, grossièrement. Ellie, tu l'as reçu quand, toi, cet Apple TV ? Cet après-midi, donc mardi, en début d'après-midi, et juste avant l'enregistrement de l'émission. Eh ouais, donc tu as eu à peine le temps de le sortir de sa boîte. Mais c'est ça. Hein ? J'ai pas pu faire un test complet, mais au moins je peux dire que je l'ai. Bon, tu l'as. Alors, on va rappeler qu'il y a deux modèles. Il y a à nouveau deux modèles. 20 € d'écart entre les deux. Oui. Bon, on n'hésite pas. Hein. Non. Honnêtement, pour 20 € d'écart, vous avez un produit qui a 2 fois plus de mémoire, qui a Thread et qui, en plus, a une prise Ethernet. Donc, c'est quand même la moindre des choses... quand vous voulez streamer de la vidéo, etc. Non, honnêtement, la différence, elle est énorme. Hein. Ça dépend du contenu que tu passes. Moi, je saturais le Wi-Fi plein de fois. Et donc, alors, ça ressemble à ça. La boîte est différente. Donc, elle est plus étroite. Hein. Oui. C'est vrai que la boîte... Oui, version vidéo. Elle n'est plus... Elle était carrée, la boîte, avant, non ? Absolument. Mais non. Elle est rectangulaire. Vers le haut, vertical, quoi. Voilà, et donc à l'arrière, il y a une explication, parce qu'Apple veut que vous compreniez ce que vous achetez, et donc, qu'est-ce que ça vous apporte ? Et c'est dans toutes les langues du monde, hein. Qualité cinématique. Kino qualitat, biocoscope qualité, blablabla. Par contre, il répète 3 fois 4K bon HDR, Dolby Vision. Ben oui. Donc 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos, répétez 3 fois parce que comme ça se dit de la même façon, ils n'ont pas su le traduire. Donc c'est bien. Faites-en davantage avec des appareils Apple. Et après, c'est Mit Apple geraten mehr machen. Donc c'est très bien. Répétez 3 fois. À tes souhaits. Ensuite, ils disent... en concentrateur Apple, donc contrôlez vos accessoires domotiques et vos appareils Thread compatibles, où que vous soyez. Voilà donc l'explication de la face arrière. Après, on peut le prendre. Alors, ceci n'est pas une révolution, mais ceci est un Apple TV 4K. De 2022. Oui, non, ceci est un Apple TV 4K de 2022. Alors, attends, lequel est le nouveau ? Celui-là. Ah, il n'y a plus marqué TV sur le devant. C'est là où il n'y a pas marqué TV. Il n'y a plus que la pomme. Voilà. Mais maintenant, vu comme ça, on voit pas de différence, mais vu comme ça, elle est un peu plus étroit. Il est un peu plus bas et un peu plus étroit quand on le pose dessus. Ouais, un peu moins épais. Alors, pourquoi ? Et légèrement plus compact. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, Apple a enlevé le ventilateur qu'il y avait là. L'Apple TV nouveau n'a pas de ventilateur. Pourquoi ? Parce que le processeur A15 n'a pas besoin de ventilateur. Il gère beaucoup mieux la dissipation de chaleur. Et après, la partie arrière, ça c'est pour le fun, ça m'a quand même rendu un peu fou. Donc il y a une prise, très bien. Qu'est-ce qui change à l'arrière ? Alors là tu compares les deux modèles haut de gamme. Hein. Oui. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils ont trouvé le moyen d'intervertir la prise HDMI et la prise Ethernet. Juste pour le fun. Voilà, on va faire nouveau, tiens, on va les changer de place. Donc, le HDMI était au centre, maintenant il est sur la droite. Exactement. Et la prise Ethernet qui était sur la droite est maintenant au centre. Enfin, était au centre. Voilà. Donc, pourquoi ils ont fait ça ? Je ne sais pas. C'est juste, je pense, pour nous embêter, parce qu'il y a des gens qui avaient câblé et qui avaient des serges câbles, et donc la prise HDMI arrivait à tel endroit de l'installation, la prise Ethernet arrivait à tel endroit. Ah ben non, des câbles. Donc, c'est comme ça. Si t'as un cercle à 10 mètres près, effectivement, t'es embêté. Bon. Bah oui, c'est ça. Et donc, après, la télécommande... voici les deux télécommandes. Ce sont les mêmes. Hein. Il n'y a pas, si on les tourne,
Il n'y a pas la petite encoche qu'on avait cru voir. Non, il n'y a pas. Alors, si vous voulez les reconnaître, parce que moi, évidemment, je me trompe quand je veux allumer l'un ou l'autre, c'est parce que l'une des deux a une prise USB-C et l'autre a une prise Lightning. Et voilà le secret. Parce que pour le reste, c'est exactement les mêmes. Hein. Les mêmes. Alors, que vous dire, pour ne pas être long, je l'ai mis en marche et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que le A15, oui, vraiment, on avait besoin d'un processeur. L'interface, elle est super fluide. Vous cliquez sur une appli, blam, elle se lance instantanément. J'ai pas fait d'énormes tests en streaming avec du 7.1, etc. parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Je préparais l'émission avec les autres sujets, mais on voit la différence. L'expérience utilisateur est meilleure. Et l'appareil est plus réactif. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. La prochaine fois, promis, je vous parlerai de tous les essais en Dolby True HD, en Dolby Vision, en HDR+, donc toutes ces choses-là, la prochaine fois. Alors, j'ai participé à un briefing avec un responsable produit Apple sur l'Apple TV. C'était hier. Et donc, je lui ai posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas Thread sur le modèle qui vaut 20 € de moins la semaine où Matter se lance au niveau mondial et qu'Apple est au cœur de l'alliance CSA. C'est quand même bizarre. Il m'a répondu, alors j'ai pas le droit de le citer, mais je vous dis ce qu'il m'a dit, voilà. Il m'a répondu qu'en fait, c'est parce que quand on veut créer un réseau Thread dans une grande maison, etc., un seul suffit avec Thread. Donc on achète la version qui coûte la plus chère pour créer le réseau. Et puis si on veut mettre d'autres Apple TV dans la maison, on a la possibilité d'avoir des modèles moins chers. Donc on économise 20 € sur chaque Apple TV supplémentaire. Ou on met un pod mini et on économise encore un peu plus. J'ai rien dit, j'ai juste posé la question et je vous retransmets la réponse. Oh là là. Ah non, ça c'est à tomber par terre quand même. C'est à tomber par terre. Non mais en plus, je rêve quoi. C'est l'exemple même de non-explication parce que la personne que tu as eue, c'est pas elle qui a décidé, c'est normal. Message donc, corporate. C'est pour gagner 10 centimes. Alors le truc marrant, je sais pas si vous avez vu chez les camarades de Mac Génération, ils ont fait des photos infrarouges parce qu'en fait le boîtier de l'Apple TV nous apparaît noir, mais il est transparent aux infrarouges pour laisser passer parce que pour laisser passer justement les télécommandes infrarouges parce qu'on peut aussi commander son Apple TV avec des télécommandes infrarouges. Bref, donc tout ça, c'est transparence infrarouge. Et donc, quand on fait des photos infrarouges du boîtier de l'Apple TV le moins cher, on voit qu'il y a un trou derrière pour la prise Ethernet. Le trou existe. Je ne sais pas. Ils ne savent pas non plus si, en fait, la prise Ethernet est câblée. Je ne pense pas. J'ose imaginer que non. Il faudrait un démontage. Je ne sais pas si iFixit a déjà démonté l'Apple TV, mais je voulais vous signaler ça parce que c'est quand même très drôle. C'est-à-dire que... Oui, c'est marrant. Donc justement pour gagner des sous sur la fabrication, et ça tous les fabricants font ça quand on fabrique en masse, on fait les choses les plus communes possibles et puis on change un peu l'extérieur quand il y a besoin, c'est normal. Ouais. Mais donc j'arrive pas à comprendre pourquoi le thread n'est pas dans le produit le moins cher, alors que justement fabriquer une carte mère qui l'intégrerait pour tous les modèles, je suis pas spécialiste, mais en termes de coût de prix de revient, ça changerait rien. Donc c'est du logiciel. Je pense que il faut quand même une puce radio, il faut du microcontrôleur comme mais aujourd'hui en pod mini, un pod mini qui est Thread et Wi-Fi et il n'y a pas du tout d'Ethernet ni quoi que ce soit. C'est vraiment du logiciel. Raison de plus. Ne pas intégrer Thread dans le modèle en bas, c'est en dessous.
ça n'a absolument aucun sens. Et quand je disais tout à l'heure, quand on parlait de Matter, que je crains que justement ce soit pas aussi simple qu'on l'espère, bah, ça en fait partie. Parce que justement, l'Apple TV, tu l'as dit tout à l'heure, Ellie, très justement, tous les modèles précédents, enfin depuis quelques générations, et justement pouvaient servir de concentrateur thread et machin, etc. Donc le message a priori est passé, et voilà, badaboum, il y en a un sur les deux qui ne l'est pas. C'est vraiment, c'est nul, quoi, en fait. Il y a plein de gens qui vont prendre ce modèle-là en se disant que c'est pas la peine de prendre l'autre, et puis ils se rendent compte trop tard qu'ils auraient dû prendre l'autre. Parce que, tiens, j'ai pas de prise Ethernet là où j'ai la télé, tiens, bah, très bien, je vais gagner 20 balles. Et puis voilà, donc c'est nul. Mais tu as la moitié de mémoire aussi, parce que 64 gigas, franchement, tu arrives à les saturer entre les applis, le système, et certaines applis aujourd'hui, comme MyCanal ou Okui, te laissent enregistrer des émissions dans la mémoire de l'Apple TV, et comme tu n'as pas de mémoire externe, tu la satures assez vite. Hein. Et donc au moins, le modèle de base est passé de 32 à 64, mais pour le reste, non. Ouais, voilà, bon, bref. Voilà. Et 128 pour 20 € de plus, c'est quand même pas mal. Ah bah oui. Rien que ça, pour 20 € de plus, c'est déjà énorme. Oui. Hein, alors, vous gagnez en plus l'Ethernet. Donc, répétons notre message. N'hésitez pas, si vous achetez un Apple TV aujourd'hui, prenez le modèle à 20 € de plus. Laissez tomber l'autre. Et je pense que Ellie ne va pas faire de stock de celui à 20 € de moins. Un tout petit peu, parce qu'on est obligé de répondre à la demande. Mais... Et il y en a des Apple TV, Ellie ? Bah, on en a reçu aujourd'hui, je sais pas combien, parce que moi j'ai pris le premier qu'ils ont sorti d'un carton et je suis parti en courant avec, donc ils me cherchent depuis. C'était notre seul modèle. Pas trop tard. Il y a une affiche Wanted dans le magasin avec ta tête. Mais en même temps, le magasinier peut pas trop me dire que non. Hein. J'ai dit, c'est quoi ça, c'est un Apple TV ? Donne. Je les pointe. Donne. C'est qui le chef ? Bon, merci pour nous, Ellie, de l'avoir soutiré comme ça à ton équipe. On va te permettre de le rendre très vite. Et nous, on se retrouve dans une poignée de secondes. Comment ça, très vite ? Mais il bouge pas de chez moi, celui-là, tu fous ? Alors, le temps qu'on fasse nos coups de cœur et nos cartons rouges de la semaine. Nos coups de cœur, nos cartons de la semaine, je pense que ça va surtout être des coups de cœur, parce qu'on a besoin de se détendre. Tu as raison, Fabrice. D'ailleurs, c'est à toi que je passe la main. Tiens, quel est ton coup de cœur ? Un coup de cœur, c'est une petite application que je trouve très sympa qui s'appelle Latest, qui veut dire donc le tout dernier, donc LATEST, qu'on trouve sur le site max.code, CODES. Et c'est une petite application qui fait le tour des applications qu'on a sur son Mac et qui vérifie s'il y a des mises à jour disponibles. Et même en ces temps modernes où nos applications ont tendance à se mettre à jour toutes seules, je trouve ça très pratique d'avoir un petit point de central qui va regarder tout ce qui est installé. Et le petit point en plus, c'est que ça va vérifier aussi les applications qui sont installées depuis le Mac App Store. Et ce qui m'a décidé à en parler, c'est que en plus, dans plusieurs cas, j'ai trouvé que l'application était plus efficace que l'App Store lui-même. C'est-à-dire que en lançant le Mac App Store, il me disait que j'avais pas de mise à jour disponible. Et je lance le test et il dit si, il y en a une. Et on clique dans l'application Latest qui lance le Mac App Store et qui va s'ouvrir sur la page de mise à jour, alors que lui-même, le Mac App Store avait dit qu'il n'y en avait pas. Donc c'est vraiment, voilà. Prenons ça, c'est gratuit, vous l'installez, c'est tout petit, et ensuite ça vérifie pour vous les disponibilités des mises à jour. Ellie ? Mais est-ce qu'il faut le télécharger depuis le Mac App Store ou est-ce qu'il y a un site ? Parce que si on télécharge du Mac App Store quelque chose qui n'est pas à jour sur le Mac App Store, alors là, où est-ce qu'on le télécharge ? On se prend les pieds dans le tapis. Non. On va sur max.code, max.codes. Et c'est le type qui fait ça a fait un éditeur de texte très connu pour l'iPad qui s'appelle Ulysse. Et peut-être sur Mac aussi d'ailleurs, j'ai pas regardé. Mais excellent. Donc c'est pas un inconnu qui fait ça, mais c'est très très bien. Eh ben super. Ellie, pas de coup de cœur cette semaine ? Oh, écoute, un tout petit peu rapidement pour vous dire que au moment où cette émission sort, l'excellentissime série The Crown est disponible en saison 5, puisque ça sort
mercredi. Donc pas au moment où on enregistre l'émission, mais au moment où vous la regardez ou vous l'écoutez. Vous pouvez vous précipiter. Les 4 premières saisons étaient incroyables. Et donc la 5e promet plein de choses. J'ai vu la bande-annonce. Je vais déjà commencer par regarder les 4 premières parce que j'ai pas du tout commencé The Crown. Mais j'arrive. C'est la fin de cet épisode. Bon, j'espère que vous vous sentez un peu moins perdu face aux enjeux de la maison connectée et que cette page spéciale Matter vous a plu. La semaine prochaine, si tout va bien, retour de François Le Truedic, si les Canaries veulent bien nous le rendre. Salut Élie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, yes. Et bon week-end avec ton nouvel Apple TV. Oui. Tu nous raconteras. Ah oui, on va tout savoir. Fabrice, salut Moussaillon. Salut mon capitaine, merci pour cette belle émission de nouveau, merci Ellie. Bon, on te retrouve sur ton site, le seul site à marcher à la fois au singulier et au pluriel. C'est pas beau la technique moderne. pro-fusion-conseil.fr. À mercredi prochain, Fabrice, pour la mise en ligne de ce podcast. On sera le 15 novembre 2022 et ce sera l'épisode 112. On vous conseille toujours évidemment la quotidienne iWeek, le podcast court compagnon de la semaine Apple. C'est du lundi au vendredi, c'est 5 à 10 minutes par jour avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures dans l'univers Apple. Abonnez-vous, suivez la quotidienne iWeek, c'est facile. En un clic sur votre plateforme de podcast préférée, vous ne manquerez plus aucun épisode. Et puis, le comble, c'est qu'en plus, c'est gratuit. Patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté iWeek et nous soutenir. Et aussi bénéficier du bonus. Bonus qu'on enregistre dans un instant. On va parler de quoi, les garçons, déjà ? Je sais plus. J'ai oublié de faire le backup. Ça tombe bien. D'une petite chose sans importance. D'un petit logiciel qui s'appelle Rewind AI. Qui veut enregistrer tout ce que vous faites sur votre Mac pour vous permettre de vous remémorer quelque chose que vous auriez éventuellement oublié. Voilà, et je vous êtes pas tout à fait, je crois, du même avis sur à la fois l'utilité et la bonne idée que ça peut être de sauter sur ce logiciel ou pas. Ça va être passionnant dans un instant et donc à retrouver sur Patreon pour notre communauté. Pour nous suivre sur Twitter, vous connaissez l'adresse @iWeekNews et Instagram @iWeek.news. Eh bien, prenez bien soin de vous cette semaine. Bon week-end du 11 novembre. Profitez-en pour nous écouter et nous réécouter et parler de nous autour de vous parce que vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. On vous souhaite une très belle semaine, un bon week-end et à mercredi prochain. Salut à tous. Bye. Bye bye. Bye.